Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité? Nul autre que Guillaume Dulude. Guillaume Dulude, que vous avez pu le voir sûrement dans le podcast. C'est là que moi j'ai commencé à le voir dans le podcast. Répète pas ça avec Alexandre Bizarillon. Puis depuis, il est pas mal plus sur les réseaux sociaux. On le voit de plus en plus qui donne son opinion, qui décortique des situations de la vie, des vidéos virales ou des événements de l'actualité. Puis bref, j'ai décidé de l'inviter cette semaine. Guillaume Dulude qui est calissement bien articulé, très réfléchi, très cultivé le gars. J'ai bien aimé le recevoir sur le podcast. Je vais vous le dire d'avance pour ceux que ils peuvent être plus facilement offensables ou il y a des sujets qui sont un peu plus sensibles pour vous autres. Des fois, Guillaume, il va parler de certains sujets. Fait que essayez de ne pas vous chicaner dans les commentaires, hein? Tout le monde, on a le droit de pas être d'accord, hein? On a le droit de pas s'entendre, mais essayez de rester respectueux dans les commentaires. Lâchez de vous insulter pour rien, ça mène nulle part, personne grandit de ça. Fait que bref. Puis si c'est ça, s'il y en a qui c'est peut-être trop sensible comme sujet, ben je vous invite à aller écouter un autre de mes podcasts. Il y a plein d'autres podcasts que j'ai fait que c'est sûr que j'ai reçu des invités que vous allez être super content ou contente de écouter ou réécouter. Bref, fait qu'un gros merci à Guillaume. C'est ça, on a parlé aussi de son émission Tribal. Il y a une émission Tribal où c'est lui qui s'en va vers des communautés comme vraiment éloignées des tribus qui ont jamais presque ou très peu de contact avec du monde moderne, tu sais, fait que la civilisation. Fait que bref, ça a vraiment été super le fun, encore une fois, par exemple, contraint par le temps. J'ai pas pu poser toutes mes questions, mais ça va être super cool. Je vais être super content de le réinviter pour une deuxième fois. J'ai bien aimé ça, le recevoir. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast, tout le monde, encore une fois, j'aimerais vous dire que si vous voulez me voir en spectacle, je fais mon rodage. Ça se passe à Terrebonne, au Foutoir. C'est le 28, je me souviens bien. Bref, la date va être annoncée, vous allez la voir. Les billets sont au jeralain.com. C'est mon 3e spectacle que je suis en train de roder, de tester des blagues. Fait que si vous voulez me voir essayer des blagues, puis rire de ma gueule, soit de bonne foi ou de mauvaise foi, ben venez! Ça va être drôle, on va avoir du fun. Puis sinon, ben c'est ça. Je vous invite à vous abonner à mon Patreon. C'est au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, il y a un podcast avec Félix Séguin qui est là. Il y en a un autre avec Sylvain Marcel. Il y en a un autre avec Michel Katsuya. Juno Katsuya aussi, qui est l'ancien directeur du bureau Asie-Pacifique au SCRS. Sinon, c'est ça. Fait que ça vous permet tout de les écouter d'avance. Puis c'est pas cher. C'est 3-4 piastres pour vous autres. Pour moi, ça fait toute la différence. Si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Juste vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, cliquez sur abonner. Laissez un petit thumbs up. Cliquez sur la petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Et si vous avez aimé le podcast, écrivez Psycom, hein? Écrivez Psycom dans les commentaires. Si vous avez aimé le podcast, vous l'avez écouté jusqu'à la fin, puis vous avez aimé ça, écrivez Psycom dans les commentaires, PSYCOM. Puis, bref, ben c'est ça. Sinon, je vous encourage à aller vous abonner à mon compte Facebook, Jer Alain, ou à ma page Instagram, Jer Alain. Ou sinon, sur ce, ah oui, j'aimerais dire aussi un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, Denis Roy, Geneviève Aide, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Boulanger, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieu bistec, Riel de Bellefeuille et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci tout le monde, gros merci à Guillaume Dulude, ça a été super apprécié. Puis merci à mes membres Patreon, on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao!
Bon, ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir. Guillaume Duluth, là, je vais essayer de bien dire. Tu as un bac en communication et administration et un doctorat en psychologie et recherche et clinique. C'est ça? C'est exactement ça. Hey, Oui. esti, on l'a l'affaire. Très Gros content merci, d'être là. merci d'être là. Merci de me recevoir. Tout à l'heure, tu m'avais posé la question, tu sais, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de me recevoir, tu sais, puis Oui. je suis comme, on va garder ça pour le podcast. Oui. Puis voici ma réponse, c'est que, ben, je te connais entre autres, avec le podcast t'avais avec Alexandre Bisaillon, qui était Répète pas ça. Oui. Je pense que ça existe plus, ça, ou ça existe encore? C'est parce qu'on s'est un petit peu éloigné à cause de nos activités, mais on est en train de reprendre le concept. Là. Ok. Fait que, oui, ça revient. Fait que ça, c'est là que je t'ai vu pour la première fois. Puis là, le monde m'avait demandé, tu sais, depuis les années, il me demandait « Hey, ça serait cool de recevoir Guillaume, ça serait cool de le recevoir. OK. Puis moi, pour être honnête, j'ai pas pris le temps de chercher qu'est-ce que tu faisais, t'étais qui. Ouais. Puis j'avais juste mal jugé. Je pensais que t'étais un coach de vie. OK. Fait que c'est pour ça, moi, j'étais comme « Hey, man, ça m'intéresse pas. » Mais tu sais, c'est correct. Mais puis là, après ça, un moment donné, j'ai tombé sur ton vidéo de Will Smith. Oui. Vidéo là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis là, j'ai commencé à regarder plein de tes vidéos. Puis là, j'ai fait calé, je me suis trompé, tabarnak. Fait que, de un, je m'excuse. Puis de deux, merci beaucoup d'accepter mon invitation, mon gars. Tout l'honneur est pour moi. Je suis très honoré pour vrai. Ben, moi aussi. En tout cas, c'était un esti de bon vidéo que tu as fait. Dans le fond, si on peut le résumer, c'est que tu parlais, entre autres, du phénomène de la victimisation. C'est ça, puis c'est... Ben, tu veux-tu expliquer c'était quoi tu parlais dans cette vidéo-là? Puis, Oui, ben, la victimisation, c'est pas un phénomène dont on parle beaucoup, mais qui est comme implicite à plusieurs phénomènes sociaux, des phénomènes autant individuels, de psychologie individuelle, que des phénomènes sociaux plus larges, comme de l'activisme. Et la victimisation, c'est dans le fond avoir une relation négative avec l'environnement et percevoir que l'environnement est la cause de ta souffrance, mais sans être capable de noter précisément quel agent précis dans ton environnement cause ta souffrance. Donc, c'est une perception générale d'être une victime ou d'être opprimé par l'environnement, mais sans précision. Donc, c'est une relation qui est négative avec l'environnement qui crée une espèce de pattern qui s'appelle la victimisation, qui est différent qu'être une réelle victime, parce qu'il y a des victimes dans la vie, ça se peut, là. Ben tu peux oui. être victime, là. Ben oui. La façon dont les humains doivent s'organiser, c'est comment on fait la différence entre des réelles victimes qui ont besoin d'aide, de soutien et tout ça. Puis après ça, la victimisation qui n'a pas nécessairement rapport avec la réalité. Donc, c'est un construit mental qui est la victimisation. Et on n'est pas capable c'est un genre de puissant fond parce qu'on peut pas l'assouvir. Lorsque tu as cette espèce de pattern-là, peu importe ce qui va se passer dans l'environnement, tu vas sentir que tu es opprimé. Donc, ça ne se soigne pas avec une forme de justice momentanée. C'est tout le temps quelque chose qui est là dans ta tête. C'est ta façon de voir le monde, que toi, tu es une victime et les oppresseurs, ce sont les méchants, OK? Ouais. Ce sont les autres. Donc, la victimisation découpe le monde en deux parties, c'est-à-dire les bons contre les méchants, et on est toujours les bons. Donc, les méchants sont toujours à l'extérieur. Dans ce scénario-là. Dans ce scénario-là, oui, exactement. Ouais. Donc, c'est très, très négatif parce que tu dérives de la réalité et quand on commence à s'éloigner de la réalité et tu crées un scénario d'opposition, c'est très dangereux parce qu'on ne peut pas le régler et on n'est pas capable de régler des problèmes précis parce que c'est pas suffisamment précis, c'est général. Ouais. C'est très arbitraire aussi. C'est très arbitraire, c'est basé sur l'émotion, c'est exactement ça. Par exemple, une victime, c'est basé sur les faits, OK? Mais la victimisation, c'est pas basé sur les faits. C'est basé sur ta perception de la réalité et ton sentiment, tes émotions, ta douleur, ce qui est très subjectif. Donc là, on fait la promotion de cette victimisation-là en ce moment. Donc, on essaie d'accommoder l'environnement en fonction des émotions d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ça, c'est une recette pour le désastre. Comme un safe space, genre? Ou... le safe space est une solution, justement, qui a été amenée pour contrecarrer la victimisation ou l'oppression. Donc, le safe space, dans le fond, ça augmente le sentiment de victimisation parce que le cerveau, il pense qu'une chance que le safe space, sinon je serais en danger, alors que tu n'es pas en danger. Donc, le safe space est une des pires stratégies qu'on peut mettre de l'avant.
Tu pourrais-tu donner des exemples? Parce que, tu sais, c'est quand même complexe, là, qu'est-ce que tu dis, tu sais. Puis, je t'avais entendu dans une entrevue, justement, donner des exemples, puis je pense que c'était quand même assez... si, maintenant, tu donnais... Je pense que l'exemple, c'était, tu sais, quelqu'un qui a réellement été agressé, là, tu sais, avec des faits, puis tout. Puis quelqu'un, genre, ma tante, je pense que t'avais dit, genre, la façon que tu m'as regardé, j'ai pas aimé ça, tu sais. Oui. Quand on fait la promotion de la victimisation basée sur le sentiment d'oppression, il n'y a plus de fin à ça. Il n'y a jamais de fin. Donc, on trouve, puis c'est la mode là, depuis une vingtaine d'années, et ça s'accélère, on trouve des nouvelles façons de nommer des nouvelles formes d'oppression, puis de justifier à quel point on est une victime. Donc, parmi les nouvelles stratégies, je dirais scientifiques, pseudo-scientifiques, c'est toute la littérature sur les microagressions. Mm-hmm. Les microagressions, maintenant, c'est de dire, moi, je peux définir le fait d'être agressé avec un comportement que moi je nomme. Mais la personne en face de moi ne sait pas qu'elle m'agresse. C'est moi qui définis l'agression. Donc, ça s'appelle des microagressions en dehors de l'intention. C'est-à-dire, une personne ne veut pas agresser, mais moi, je décide que ça crée une émotion négative envers moi. Donc, je définis l'agression et donc, je peux nommer des nouveaux agresseurs. Donc, toute la réalité est tournée en fonction de ce que je vis. Alors, c'est un des symptômes de la dérive, là, de créer une réalité en fonction des sentiments qu'on a. Donc, on appelle ça des microagressions, puis il y a toute une littérature qui ne tient pas la route vraiment là, scientifiquement là-dessus. Mais c'est très, très fort, là, les courants de microagression, puis il y en a de plus en plus, puis et l'effet que ça fait, c'est que ça rapproche pas le monde, ça éloigne le monde. Parce que c'est comme n'importe quoi que je peux faire peut être jugé comme une agression, être retenu contre moi. Puis là, il y a des mots qui existent pour dire comment que tu es un nouvel agresseur. Fait qu'on utilise un paquet de mots comme transphobie, misogynie, sexisme, racisme, tout ça. Puis il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de termes pour dire, dans le fond, tu me micro-agressé. Mais c'est moi qui vais t'éduquer. C'est moi qui vais te le dire que tu es un agresseur. Donc, ça, c'est extrêmement malsain sur le tissu social parce que ça crée pas plus de relations, ça crée plus de méfiance. Donc, la victimisation crée de la victimisation, ça en crée de plus en plus, c'est un puits sans fond. Donc, en gros, là... Tu sais, des microagressions, c'est aussi dans les universités, tu sais, il y a des cours là-dessus, puis... Fait que, tu sais, ça sort pas de nulle part, tu sais. Non, ça sort pas de nulle part. Ça part dans les universités, ça a commencé dans les campus américains, et normalement, 5 à 7 ans après que ça soit établi dans les universités, là, c'est là que ça a tendance à se répandre dans la population en général. Mais ça part de l'université. Mais le fait que qu'il y ait des cours là-dessus à l'université, est-ce que ça y donne crédibilité? Ça y donne une crédibilité, mais ça veut pas dire que c'est fondé sur quoi que ce soit, puis ça veut pas dire que c'est bon. Ça fait partie des dérives universitaires d'extrême gauche. OK. Donc, c'est ça le problème, c'est que ça donne une espèce de fausse crédibilité à quelque chose. Puis après ça, on peut faire comme si c'est de la science, mais ça veut pas dire que c'est de la bonne science. De la science, là, c'est pas la parole de Dieu. Hein. La science, c'est une méthode, puis tu peux faire de la bonne science, puis tu peux faire de la mauvaise science, puis tu peux faire de la bonne science au sens méthodologique du terme, mais ça ne veut pas dire que tu vises quelque chose qui est un bon projet social avec cette science-là. Donc, on peut faire un peu n'importe quoi, mais si ça tourne autour des émotions individuelles, c'est sûr qu'on est dans le champ. Parce que la science vise pas ça. La science vise à montrer ce qui est le plus vrai pour qu'on puisse s'entendre ensemble et construire des projets communs entre humains ensemble, puis viser des choses communes, voir des choses communes, s'entendre ensemble, communiquer ensemble. Donc, toutes les relations puis la communication est basée sur le fait de est-ce qu'on est capable de voir quelque chose de commun. Et oui, est-ce que c'est un bon projet ensemble? OK, mais avançons vers ça. Mais là, on a décroché des projets communs, puis on est dans « moi, je me sens lésé, on va nommer pourquoi ». Ça, c'est une très mauvaise idée. Fait qu'on est pleinement là-dedans, puis le Canada est comme un des principaux acteurs, là, et on fait la promotion de ça, là. C'est la grosse chose au Canada. Donc, c'est très dommage. Tu sais, justement, quand tu parlais de ça, c'était avec le vidéo de ça de Will Smith, là, tu sais, où tu avais vraiment rentré, mais ça, c'était plus comme... accentué sur le comportement de... Sur lui-même. Sur ça, ouais, exact. Puis tu disais justement, les peurs de ça, c'est que lui, il a légitimé sa gifle. La violence. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, c'est que si on implante l'idée
dans le show business, dans les médias, dans les courants politiques, que la violence, ça peut être utile ou normale proportionnellement à ta souffrance. Si on s'engage dans ça, on est mort. Oh, ouais, il va y avoir des dérives en estime. Mais pour qu'un geste comme ça ait été commis, ça veut dire qu'il y a des idées qui sont implantées, qui sont déjà implicites, qui vont émerger à un moment donné. Là, OK, Will Smith a pété sa coche, mais il l'aurait pas pété comme ça il y a 15 ans. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de facteur individuel dans sa relation avec Jada, là, parce que ça, c'est une autre affaire. Là. Jada, c'est une autre affaire. Jada est dans certains courants. C'est compliqué, là. On pourrait décortiquer ça à toutes sortes de niveaux. Là, on focus sur Will Smith. Ouais. Mais il y a définitivement un problème avec Jada, définitivement. Mais, peu importe. Lui a pris le choix de dire, moi, je peux faire cette justice-là, de corriger je peux corriger l'injustice avec une violence et j'ai le droit. Ça, c'est un mauvais lien. C'est très dangereux. Mais on est dans ça, finalement. Ça s'appelle la justice sociale. Ouais. Puis évidemment, les activistes vont dire, non, c'est pas du tout ça, la justice sociale. Oui, c'est un peu ça. Parce qu'on justifie le fait que, oui, mais à cause des injustices du passé, il faut maintenant recorriger le présent et donc la correction dans l'instant présent est justifiée suite à la perception des injustices passées. Mais tu peux pas jouer à ça. Tu peux pas comparer. Tu peux pas jouer à réparer le passé avec une correction compensatoire dans l'instant présent. Ça s'appelle soit de la vengeance, soit de la haine, soit de la violence, et la plupart du temps, les trois sont rappés ensemble. C'est ça, tout ça te faisait peur, justement, parce que tu disais, tu sais, si c'est accepté à la télévision, ben, tu sais, ça n'a juste plus de limite, là, tu sais, le monde vont le faire, que ce soit peu importe à la maison, dans le bar, à la bibliothèque, tu sais. Ouais, c'est ce qui se passe présentement. C'est ça, il y a d'autres vidéos aussi que tu as faites que je trouvais bien bon. Puis en même temps, peut-être aussi je comprends pas trop comment que ça marche. Je pense que c'est avec Psycom. C'est que. Parce que là, j'avais vu une vidéo où tu parlais genre de OD, tu sais, de tout ce qui était arrivé avec, je pense, l'intimidation ou l'affaire de même. Puis là, t'as dit t'allais en parler dans Psycom. C'est quoi ça? Tu fais référence à une semaine où j'avais fait des lives à tous les jours avant les inscriptions d'ateliers de communication. Puis j'expliquais des phénomènes de communication. Puis j'adore ça. Moi, j'aime ça regarder des vidéos, une conversation, deux personnes, puis décortiquer les mécanismes. C'est ça. Puis là, tu le commentes, tu le décortiques. Puis, OK, fait que dans le fond, c'était ça le vidéo avec... C'était ça le vidéo. Puis pour moi, c'était comme, OK, comment je fais pour parler des relations humaines, des communications interpersonnelles? Parce que mon approche des relations humaines, c'est que c'est très sportif. Puis il y a des règles à ça. C'est très, très précis. Le cerveau, c'est vraiment une lame de rasoir tellement que c'est précis. Mais c'est juste que c'est pas très connu, les mécanismes sous-jacents à ça. Ils sont importants, puis ils sont intéressants. Puis on peut les contrôler, pour faire la bonne chose, c'est-à-dire créer des relations, comprendre les autres personnes, aligner des visions communes, débloquer des enjeux que ça fait longtemps que, tu sais, on se comprend pas sur quelque chose, puis on chicane tout le temps sur la même affaire. Faut trouver la façon de déboguer ça. Fait que moi, c'est ça mon gros trip dans la vie, expliquer ces règles-là sous-jacentes. Puis pour rendre ça intéressant, ben, le OD, c'est super comme plateforme parce qu'il existe plein de conflits, il existe plein de personnalités. C'est ça. C'est un microcosme d'une société, un peu. Là. Puis c'est compliqué OD parce que t'as plusieurs couches d'analyse, tu sais. T'as des analyses 2 par 2, t'as un paquet de conversations, puis après ça, t'as des dynamiques entre les gars, entre les filles, t'as des stratégies là-dedans, t'as du leadership, t'as une hiérarchie qui se crée là-dedans. Fait que tu regardes ça, là, puis t'es rempli d'informations, là, c'est ça. Ouais. T'aimes ça? Oui, j'adore ça. Ben, j'ai pas la télé, fait que j'ai pas trop le temps de regarder la télé. Puis avant de faire cette analyse-là d'OD, il a fallu que je me brief là, quelques jours plus avant pour dire qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Puis je me suis un petit peu regardé une couple de choses. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Ouais, c'est ça, pour savoir un peu là, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis mais oui, j'aime ça observer. Parce qu'il y avait une phrase que tu avais dit, genre, c'est quoi la condition de l'homme ou la nouvelle condition de l'homme? Puis ça, je trouve ça super intéressant, là, tu sais. Oui, on n'est pas dans une culture en ce moment, surtout pas au Québec, où être un homme ou être masculin, c'est une bonne chose.
Ben, moi, en tout cas, c'est ça que je reçois, c'est ça que je ressens, tu sais, genre, je peux pas le... Maintenant, des fois, j'ai de la misère à mettre des mots dessus parce que moi, j'ai pas un doctorat en psychologie, là, fait que, tu sais, des fois, c'est un peu plus difficile, mais c'est un peu ça, je reçois de la lecture que je fais de qu'est-ce que je consomme ou que je vois apparaître. Je te dirais, c'est pas juste une question de doctorat, c'est une question de... C'est un tabou maintenant, avoir la conversation qu'on a, mettons, sur ça. Tu peux pas dire ça. Parce que on fait la promotion de la masculinité toxique tout le temps. Ouais. Mais on sait pas ce que c'est. Ça veut rien dire. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique. C'est un agenda plus anti-homme qu'autre chose. C'est rien de constructif. Donc, en ce moment, on ne fait pas la promotion de ce que les hommes doivent devenir ou développer des qualités masculines. C'est maintenant, on joue, tu sais, quand on parle de l'espèce de substrat de victimisation présentement, alors les oppresseurs, par excellence, en ce moment, ce sont les hommes. Donc, les hommes, maintenant, faut les rendre moins oppresseurs. Donc, le postulat de base, c'est qu'on prend pour acquis que les hommes sont des oppresseurs et il faut les corriger. Donc, les rendre moins hommes, les rendre moins masculins. Donc, les traits masculins, maintenant, c'est comme pas cool. C'est associé plus à une forme de culpabilité. Donc, l'agenda médiatique vise à corriger la masculinité masculine. Ben, moi, je ressens ça. Tu sais, même il y a des... C'est ça, c'est souvent, je trouve que c'est souvent en plus des sous-entendus aussi. Des fois, tu sais, jamais qu'ils le disent de même, mais qu'ils vont le dire sur, comme tu dis, là, tu sais, la masculinité toxique, ou tu sais, comme si c'était, tu sais, mettons, comme si c'était mal d'être compétitif, comme si c'était mal de... Tu sais, puis moi, quand je pense à ça, je suis comme, hey, Chris, Michael Jordan, tabarnak, est-ce qu'il s'est rendu là? C'est pour une raison, câlisse, là, tu sais. Non. Alors, ben, tu vois, là, tu touches à exactement un autre thème qui est corrélé, c'est le succès, c'est rendu oppresseur. Ben. Donc, si tu réussis trop, c'est à quelque part, c'est pas bon parce que tu aurais sûrement volé ce privilège-là, tu aurais volé une opportunité à d'autres à cause de tes privilèges, à cause de la façon dont tu as utilisé ton oppression. Donc, la notion même de succès, c'est presque corrélé ou associé à de l'oppression. Donc, on n'est pas dans une culture de valorisation sur du dépassement, atteindre des objectifs qui sont difficiles. C'est pas cool, réussir maintenant. Mais je me demande pourquoi qu'on associe ça à la masculinité. Tu sais, peut-être, ouais, il y a plus de gars, tu sais, qui vont être plus compétitifs, plus, je sais pas, mais tu sais, en même temps, il me semble, on n'a pas besoin d'associer la masculinité à ça. On peut juste dire, parlons de comportement toxique et non, essayons pas de l'associer à... Tu sais, comme, je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être très toxiques, puis juste parler de toxicité, tu sais. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire parler de comportement. Il ne faudrait pas l'associer à une catégorie sociale. Donc, la question, c'est pourquoi, dans ce cas-là, on parle de catégorie sociale, ça sert à rien? Ben, ça sert à de l'activisme. L'activisme a intérêt à neutraliser un groupe pour favoriser son propre groupe. Donc, c'est, par exemple, le féminisme radical, c'est ouvertement ça l'objectif. C'est-à-dire que c'est basé sur le fait que la société est un patriarcat et ça doit être renversé. Donc, c'est carrément ça l'objectif affirmé, explicite, c'est même pas caché. Le but, c'est de renverser le patriarcat. Fait, comment tu fais ça? Si, mettons, il fallait que tu cancelles le patriarcat, ça veut dire faut que tu l'attaques, faut que tu le neutralises, faut que tu le discrédites. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, ça fait partie des stratégies qui sont mises de l'avant, qui sont médiatisées beaucoup. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense que c'est extrêmement mauvais. Premièrement, c'est pas fondé sur quoi que ce soit. C'est dangereux. Je pense pas qu'on avance. Là, on n'avance pas. C'est une lutte de pouvoir implicite, cachée en arrière des vertus puis des grands principes qui sont décoratifs. Mais c'est propulsé par la colère, par la haine, par de la jalousie. Et c'est une lutte de pouvoir. C'est pas vrai que ça sert à vraiment créer quelque chose qui est positif envers les hommes et les femmes. Évidemment, personne ne va le dire, ça. C'est pas vrai, là. Le monde ne va pas l'avouer, mais c'est ça qui se passe. C'est ça l'agenda implicite. Et c'est très dangereux parce que personne ne va être gagnant là-dedans. Ben, c'est un fou si je trouve c'est malhonnête, là, tu sais, parce que je me souviens, j'avais lu un article
C'était Mario Dumont. Mario Dumont, il parlait que, je pense que c'était QS, il essayait d'amener une loi pour la parité, qui devrait tout le temps avoir la parité. Puis là, Mario Dumont, il avait été checker les hauts dirigeants de chez Hydro-Québec. Puis à l'époque, c'était Sophie Brochu. Puis, je sais pas comment on appelle ça, les personnes en dessous de Sophie Brochu. Les cadres. Ouais, les cadres, les directeurs. Toutes les cadres en dessous de Sophie Brochu, c'était, je pense, le 3/4 des femmes. Fait que, tu sais, lui, Mario Dumont disait, fait que si on suit la loi qu'il voudrait mettre sur la parité, il faudrait qu'on enlève ces postes-là à ces femmes-là qui méritent, qui sont compétentes, qui l'ont eu parce qu'ils sont compétents, tu sais, compétentes. Fait que, puis là, il disait, non, mais c'est parce que là, ça pourrait être une exception, on les laisse là parce que, tu sais, longtemps, les femmes, ils ont eu de la discrimination. Donc, tu vois, c'est ça, c'est l'agenda de surcompensation dans l'instant présent. Moi, je fais comme, man, tu me perds, là, mon gars, là, tu sais, de dire des affaires. C'est que c'est pas des vrais principes. C'est pour ça que c'est pas cohérent. C'est pas c'est cohérent ça, c'est parce pas que cohérent, ça ne tient pas debout. Et le fait que ça soit pas cohérent montre que dans le fond, c'est dépendamment des situations, on décide un peu ce qui fait notre affaire. C'est ça. C'est pas comme ça qu'on gère des relations en société. C'est pas comme ça qu'on avance dans un projet commun. C'est des luttes de pouvoir. Et donc, évidemment, il y a toujours ces questions-là de parité juste dans des sphères de pouvoir. Il y a jamais de grand débat sur il faudrait qu'il y ait également de maçons hommes et femmes, parce que tout le monde s'en fout. C'est pas une job avec du pouvoir. C'est 99% hommes. Il n'y a pas de protestation sur non. On veut également des maçonnes et des maçons. C'est ça. Où il y a plus de monde, il y a plus d'hommes qui se suicident. Fait qu'il faudrait encourager les femmes à se suicider. C'est exactement ça. Si, mettons, c'était un vrai projet de parité, mettons, puis ça veut pas dire que ça serait une bonne chose, mais mettons que ça serait au moins cette intention-là. On viserait tous les domaines également, que ça soit égal un peu pour tout le monde. Mais non, on a seulement des protestations sur des sphères à pouvoir. Donc, ça montre à quel point, un, ce n'est pas cohérent, et deux, on vise du pouvoir. Donc, c'est caché. Il y a un agenda caché. C'est un agenda caché. Puis ça, c'est un énorme tabou. Il n'y a personne qui parle de ça. Puis c'est agressif là, quand tu commences à attaquer de l'activisme comme ça. Ben ouais, c'est ça. Parce que là, tu sais, je t'écoute parler, puis il y a bien du monde là, qui... Il doit t'écouter puis il doit pas être content. Là. Il doit pas aimer ça. Tu reçois-tu des messages ou des campagnes de salissage qui viennent contre toi d'un fois? Oui, puis de plus en plus. Ah ouais? De plus en plus. Puis autant médias traditionnels que médias sociaux. Mais c'est vraiment une petite partie de la population. C'est vraiment... C'est l'activisme là, qui est très fort, qui est en ligne. Ça représente pas la majorité de la population. Tu sais, c'est vraiment... Si tu touches à certains sujets, tu vas avoir une réaction immédiate. Mais ça représente pas du tout la majorité de la population. La majorité... Parce que c'est de la pure logique, là, ce dont on parle. C'est du common sense à un moment donné. Puis il y a du monde qui doit pas penser du tout comme toi, mais qui t'écoute parler, qui fait comme, ben, gars, il me confonde dans mes idées, je suis toujours pas d'accord avec lui, mais... Gars, il vivra sa vie, moi vivre la mienne. Là, c'est parce qu'il faut parler de ces affaires-là. L'idée là, des relations humaines puis de la communication, c'est basé sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Puis puisqu'on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il faut vraiment se rapprocher pour parler beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est toujours inconfortable. Mais c'est ça la bonne solution. C'est pas canceller un, canceller l'autre, menacer un, menacer l'autre. C'est comme ça les humains. Puis les humains sont différents. Il y a différents points de vue. Tu as des gens qui sont plus à gauche, d'autres plus à droite. Mais OK, mais comment tu gardes ça équilibré? Mais il faut que ça prenne une zone inconfortable dans le centre qui s'appelle une zone de dialogue pour que ça puisse s'équilibrer. Fait que c'est se ça. Nuancer. Là. Oui. Chris. Oui, c'est ça exactement. Mais si tu cancelles ou tu empêches les gens de communiquer ou de s'exprimer, ça veut dire que tu cancelles le mécanisme qui fait en sorte qu'on reste équilibré dans la société. Donc, c'est très grave. Qu'on puisse grandir. Tu sais, moi, pour que je puisse grandir, il faut que je prenne le risque de peut-être t'offenser. Puis là, après ça, tu vas pouvoir me dire pourquoi. Puis moi, je vais pouvoir comprendre pourquoi. Puis là, on va avoir un dialogue. Mais pour ça, il faut que je prenne le risque. Mais donc, si le risque est trop grand au point où, par exemple, ta réputation va être gâchée parce que moi, je décide que je vais
te nuire, attention, c'est dangereux parce que tu affectes le mécanisme même par lequel on colle la société ensemble. Donc, c'est drôle, hein, parce que ça fait 20 ans que je fais la même job dans ma compagnie, puis c'est comme promotion de communication, dialogue, parler, l'écoute, tout ça. Et puis, j'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard, la situation de dialogue soit plus détériorée qu'il y a 20 ans. Mais pourtant... c'est plus difficile de parler maintenant. Puis on n'a jamais eu autant de communication. De moyens de communiquer. C'est ça. Puis, c'est ça, parce que c'est ça, je voulais rajouter sur ce que tu disais, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense à haute voix. Tu sais, je pense à haute voix, puis des fois, je me gourre, puis des fois, non. Mais en même temps, il faut que je puisse faire ce processus-là pour qu'on puisse échanger, mais des fois, je suis juste comme... En tout cas, surtout sur les 2 dernières années, j'étais comme, je pense que je vais me tenir loin du penser à haute voix. Je vais laisser l'interlocuteur parler, puis... Tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Puis moi, c'est ça qui me fait le plus de peine là-dedans, parce que personne n'est gagnant quand à part les militants, là, tu sais. Mais les militants, ils pensent qu'ils sont gagnants là-dedans. Mais ça va détériorer la condition sociale. Ça va détériorer notre capacité à travailler ensemble. Ça détériore notre capacité à créer des relations à long terme. Ça détériore notre capacité à surmonter des conflits ensemble. Ça fait juste plus haïr l'autre. Oui, aussi. puis on va retrouver le même mécanisme dans le couple. Parce que les gens ont de moins en moins la foi dans le couple. C'est-à-dire que les gens croient plus au couple à long terme. Ça, là, quand tu abandonnes l'idée des relations à long terme, je peux te dire que la société commence à aller sérieusement vers le bas. Donc, c'est pas une question juste d'activisme, c'est une question de tissu plus large, de mentalité plus large qui affecte la conception des conflits, la conception des points de vue et la conception de quels sont les instruments qu'on a ensemble pour créer des relations à long terme, parce que c'est long une vie, là. Donc, si tu sais pas comment résoudre des choses comme ça, tu pourras pas avoir une relation à long terme. C'est impossible. Donc, on sait que, finalement, le couple, c'est pas bon. C'est pas bon la monogamie, dans le fond. Enfin, qu'on va remanier la notion du couple pour s'adapter à notre incapacité à créer des relations stables. Donc, tu vois, on rejoue avec la réalité pour s'adapter avec la façon dont on se sent. Mais je trouve ça super intéressant, mais juste avant qu'on aille là, moi, je me demande aussi comment tu deals avec ces détracteurs-là qui t'en veulent? Je dirais que c'est toujours un défi. Parce que il y a une partie de ma personnalité qui est très agréable, fait que je suis sensible, tu sais, à ce que les autres pensent. Puis on est des humains. Puis ma job, c'est d'aider les autres, là, tu sais. Fait que quand tu travailles pendant 20 ans à aider les autres, puis ça fonctionne, puis tu reçois des attaques comme ça, dont certaines sont extrêmement vicieuses, là, extrêmement personnelles et gratuites. Mm-hmm. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses la paix, qui est mon challenge personnel, de dire non, faut que tu gardes les yeux sur l'objectif, puis ceci représente vraiment une infinité, une petite partie de la population, mais qui prend beaucoup de place, qui est très bruyante, très agressive. Donc, c'est un travail constant de se ramener à c'est quoi la mission que j'ai. Ça, c'est une part. L'autre chose, c'est qu'il faut... Je pense que faut tout le temps se poser la question, même si c'est agressif, il n'y aurait pas peut-être une petite portion qui aurait raison à quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, mettons, là, de grandir de ça. Ouais. Il n'y aurait pas un petit quelque chose à apprendre de ça. Donc, j'essaie de me dire, OK, mettons quand je me fais attaquer, tu sais, puis ça arrive pas si souvent que ça, là. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que t'en as si souvent que ça, mais c'est juste... pas si souvent que ça. Tu sais, à t'entendre parler, moi, je sais qu'il y en a qui doivent pas aimer ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais je me dis, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre de ça? Y a-t-il une petite partie qui aurait raison? Puis je prends le temps d'investiguer. Puis je me dis, OK, je vais essayer de m'améliorer à quelque part, tu sais. À quelque part, je vais essayer de faire quelque chose. Parce que moi, je suis d'accord avec cette petite partie-là, ma tante, tu sais, que j'aurais agrandi de ça. Oui, puis chaque challenge que tu as, faut que tu te poses la question, OK, est-ce que je pourrais pas apprendre... Ça veut pas dire que la personne est bien intentionnée, ça part d'une mauvaise place, les arguments sont tout croches. OK, fine. Mais moi, là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre à ça? C'est ça, Fait que c'est un effort que j'essaie de faire, puis des fois, au début, t'es pas content, hein, parce que la première réaction, c'est d'envoyer chier tout le monde, puis dire j'ai pas rien de ça. Ouais, être à la défensive. Ouais. C'est normal, mais c'est faux. Tu sais, moi, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même, puis de
d'essayer de dire des choses qui sont vraies. J'essaie de pas mentir. Tu sais. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de vrai là-dedans? Y aurait-il quelque chose que je pourrais évaluer là-dedans? Donc, j'essaie de me garder vraiment très ordinaire, puis faire ma job, puis d'avancer comme personne, comme n'importe qui. D'essayer d'être le plus humble avec ça. Ouais. En même temps, là, je t'écoutais, j'étais comme, je me demande ça ressemblerait à quoi des insultes d'un gars qui a un doctorat en psychologie. T'étudies l'autre personne pour essayer de la détruire. Ouais. Non, mais c'est ça, des fois, faut que le tu dises... Dr. Evil, il ressort en dedans de toi. Ouais, mais tu vois, c'est un challenge de dire non. J'irai pas là. C'est ça, va pas là. Embarque pas dans cette violence-là, dans cette colère-là. Il y a des gens qui dépendent de ta réponse pour fueler le truc, là, tu comprends? C'est vrai, hein? Parce que le mécanisme de la victimisation, c'est... Tu peux provoquer l'autre, puis plus tu provoques l'autre, tu vas te servir de ses réactions pour justifier, de dire « Ah, tu vois, je le savais. Je le savais que t'avais de la colère. Ah, je le savais que t'étais un oppresseur. » Et voilà. Fait que t'as comme quelque chose qui est auto-confirmatoire. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux, puis faut s'en tenir loin. Faut s'en tenir loin, mais c'est un défi. Puis là, juste avant que je fasse cette petite intervention-là, t'étais en train de parler du couple. Oui. Puis j'avais justement vu un autre de tes vidéos, tu parlais du partenaire idéal, tu sais. Oui. Faut pas voir ça serait qui que je pourrais avoir, mais comment que moi je peux être une personne idéale pour l'autre, tu sais. Oui. Je sais pas si c'est le printemps ou je sais pas, mais les gens, tu sais, ils se disent ben c'est vrai que je me sens seul parce que les gens se sentent de plus en plus seuls. OK, bon, comment tu fais pour arrêter de te sentir seul? OK, tu développes des relations. OK. Parmi les relations les plus importantes pour toi, ça va être quoi? Une relation à long terme, une relation intime, pas de relation superficielle, une relation intime. OK. Le couple, c'est ça. Parfait. Comment tu construis ça? Comment tu trouves une bonne personne pour toi? Ça, donc, tu as comme deux questions. Tu as la question de sélection. Comment les gens se choisissent. Un coup que tu as un bon processus de sélection de base, il faut rentrer en développement. C'est deux choses différentes. On parle beaucoup de développement, c'est quoi les trucs pour t'offrir une relation à long terme, résoudre des conflits. OK, mais à la base, il faut que tu aies des bons processus de sélection. Parce que si tu n'as pas des bons processus de sélection, ça va être extrêmement difficile de faire du développement de couple. Donc, parmi les processus de sélection, c'est comme, oui, tu veux sélectionner une personne, mais tu dois être aussi sélectionné. Et ça, c'est la partie qu'on veut pas entendre. C'est comme, non, c'est moi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. C'est comme, ça va des deux côtés. Ben oui, c'est ça. Donc, la question, c'est pourquoi quelqu'un le choisirait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, je dirais, qui ont perdu espoir de trouver une bonne personne pour eux, pour elles. Puis je comprends, c'est difficile. Ben moi, j'étais là avant de rencontrer ma blonde, là, 1 an et demi quasiment. Là. OK. Ça faisait 11 ans que j'étais célibataire, tu sais, puis, tu sais, moi, ma dernière relation m'avait brisé le cœur, là, puis après, c'est sûr, j'avais plein d'autres problèmes qu'à travailler sur moi-même avant de pouvoir m'engager avec quelqu'un, mais, tu sais, c'était là, j'avais un peu peur, j'avais peur de m'engager. Là. Bon, mais tu vois, cette peur-là, qui est une peur qui est, je dirais, saine, c'est comme, t'as peur, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui n'est pas résolu, il y a pas quelque chose qui n'est pas clair. Moi, c'est parce que j'ai tout le temps... Mais ça, c'est moi, là, mais j'avais tout le temps peur de pas tomber sur la bonne. La peur que ça soit pas la bonne. Même après 3-4 mois, ça allait super bien. Puis, tu sais, avec ma blonde, ça resté... cette peur-là a resté jusqu'à 6 mois, là. Puis, à un moment donné, ça donnait que je voyais un thérapeute, que j'ai pu en parler. Puis, on a pu creuser un peu plus là-dedans. Puis, c'est comme, tu sais, après 6 mois, ben, tu sais... lâche prise, puis vive le moment au lieu d'être dans cette peur-là, de pas avoir la bonne, puis de perdre ton temps, puis, tu sais, c'était ça, moi, mon affaire. Ben, la peur dont tu parles peut se matérialiser de plusieurs façons. Puis il y en a beaucoup de gens là, comme toi là, qui manifestent exactement la même peur, puis des deux côtés. Hein, fait que t'imagines si des deux côtés, les gens ont peur. Si tu as peur, ça veut dire qu'aussitôt qu'il va y avoir un premier conflit, ça va confirmer la raison pourquoi tu aurais peur et pourquoi ça serait, dans le fond, toi, tu serais peut-être pas la bonne personne pour l'autre et pourquoi l'autre serait pas la bonne personne pour toi. Donc, c'est facile d'interpréter ça négativement et arrêter l'investissement. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de balises d'orientation sur comment faire du développement personnel puis du développement de couple, ta peur va être là. Puis il y a une partie de la peur qui c'est correct, c'est normal, OK? Parce qu'on prend des risques là, quand on investit avec quelqu'un. C'est un risque, ça. Mais comment qu'on fait pour rester sécuritaire puis faire face à cette peur-là, mais continuer d'avancer? Ça prend des outils, ça prend des balises. Et parmi ces balises-là, c'est toi, est-ce que tu penses que tu es un bon parti pour l'autre personne? Si tu penses que non, t'es mort. Parce que
il va y avoir quelque chose d'autoconfirmatoire, encore une fois, là-dedans. D'autodestructeur. Oui, puis tu vas vouloir éviter l'engagement pour protéger ta propre valeur parce que tu sais pas exactement quelle valeur tu as. Donc, OK, tu veux choisir une bonne personne. C'est correct d'avoir des critères de sélection. Ça, c'est parfait. Mais il faut que tu sois un bon parti toi-même. Donc, ça veut dire que tu dois être la meilleure version de toi-même. Donc, toi aussi, tu dois t'arranger pour être sélectionné. Donc, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du travail à faire parce qu'on a du contrôle là-dessus. Si on dit, oui, mais moi, je veux pas travailler sur moi, je veux seulement choisir des bonnes personnes. OK, mais tu as peu de contrôle. Ça veut dire que tu vas être anxieux beaucoup plus longtemps. T'es mieux de dire, OK, j'ai plus de travail à faire, mais j'augmente mon contrôle. Parce que j'ai du travail à faire personnel. C'est plus de travail, mais tu augmentes ton contrôle. Et plus tu travailles sur toi, plus ça a tendance à attirer ou tu te fais remarquer par des bonnes personnes. Parce que les gens cherchent. Les gens autour de nous, ils cherchent aussi. Ça, on est dans un marché. Là. On est dans c'est business à quelque part. Donc, il y a un nombre limité de personnes. Oui, et puis tu as des compatibilités que les gens essaient de scanner sans arrêt. Donc, tu te fais scanner sans arrêt, toi, tu scannes les autres. Puis le pire, c'est que, tu sais, quand tu scannes ou tu te fais scanner, c'est par rapport à ses perceptions, tu sais, par rapport à ses expériences. C'est sûr. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que c'est quitte d'être un bon diagnostic qu'ils vont lire. Là. Bon, alors, c'est comme... faire de la projection là-dedans, là, tu sais. Donc, c'est ça, tu as une marge d'erreur. Ouais. Donc, tu peux détecter des choses. Premièrement, est-ce que tu sais quoi détecter? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu connais les vrais critères? Oui? OK. Est-ce que tu as des bons indices qui justifient d'aller peut-être à la prochaine étape? Parce que c'est pas parce que tu fais, comme on dit, le scanning que tu as raison. Donc ça, c'est une première étape. OK, mais ça justifie le fait d'aller à la prochaine étape pour investiguer les critères qui t'intéressent. Est-ce que la personne est vraiment comme ça? Et là, il faut découvrir. Donc, ça veut dire qu'il faut se donner le temps. C'est du développement, ça, pour voir les affinités. Donc, chaque étape a sa nécessité. Et tu dois te repérer dans ça. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi, tu parlais du phénomène, tu sais, du bon gars, tu sais, pourquoi il se fait souvent rejeter, tu sais. Puis c'est justement ça parce que, je pense que tu disais que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup d'acceptation, je pense que c'est ça que tu disais. Oui, de validation externe. Validation, c'est ça. Oui. Donc, c'est souvent le trait de personnalité agréable. OK, on a 5 traits de personnalité. Il y en a un qui s'appelle l'agréabilité. Donc, plus tu scores élevé en agréabilité, plus tu as tendance à t'accommoder aux autres pour mettre de l'avant ou protéger la relation. Donc, tu vas toujours prioriser la relation ou éviter d'être rejeté par l'autre. Donc, l'agréabilité prévient le rejet. Et plus une personne utilise la suragréabilité, plus elle est en validation externe. C'est-à-dire qu'elle a besoin de l'approbation de l'autre personne pour se sentir validée, puis avoir, par exemple, sa dopamine, avoir une bonne perception d'elle-même. Donc, ça fait des gens qui ont une tendance plus dépendante. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un risque quand tu es hautement dépendant. Et ces hommes-là ont tendance à être moins choisis, beaucoup moins choisis par les femmes que les hommes qui ont, par exemple, une agréabilité moyenne ou un petit peu plus faible. Est-ce que ça rentre aussi un peu dans le phénomène de la masculinité toxique ou ça serait comme son contraire, genre? Ou... Ça serait le contraire. Donc, par exemple, tu as des personnalités qui sont plus masculines, tu as des personnalités qui sont plus féminines. OK, dans les traits de personnalité plus féminins, les émotions négatives, ce qu'on appelle le neuroticisme, est plus élevé chez les femmes en moyenne. Puis c'est plus élevé l'agréabilité chez les femmes. OK, donc les femmes ont plus d'émotions négatives puis sont plus agréables que les hommes en moyenne, peu importe la culture. OK? Donc ça, c'est des traits qui sont plus féminins. Là, pour contrecarrer la soi-disant masculinité toxique, on essaie d'augmenter l'agréabilité. Ça fait qu'on on augmente la culture de l'homme dépendant ou qui va chercher beaucoup d'approbation sociale. Le problème, c'est que ça crée pas de la confiance interpersonnelle. Puis les femmes ont pas besoin de ça, parce que les femmes ont déjà beaucoup de responsabilités biologiques, beaucoup. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui est solide à leur côté. Donc, si un homme est suragréable, ça veut dire qu'il est pas capable d'être
dans sa force de bon partenaire, si je peux dire. Parce qu'il dépend de la femme, de l'approbation. Alors qu'une femme en a déjà par-dessus la tête. Elle veut pas en rajouter. Non, elle veut son égal en termes de force. Elle a besoin d'un vrai partenaire. Mais si l'homme est suragréable, il dépend de l'approbation de la femme. Puis la femme elle est déjà occupée. Elle a déjà plein la tête à s'occuper avec son enfant, elle-même rester en santé. Donc, elle peut pas s'occuper d'un autre enfant. Ça y prend un égal. Mais pour avoir un égal, ça prend des hommes qui sont forts. Donc, il faut cultiver la force des hommes. Puis plus un homme est dans ses forces, plus il est responsable, plus il est solide, plus tu peux lui faire confiance, plus mieux il gère ses émotions. Et les hautes responsabilités aussi, là, les hautes objectifs. Là. Oui, parce que mieux tu gères tes émotions négatives, plus tu as tendance à t'attaquer à des objectifs qui sont difficiles. Donc, ça augmente ton statut socio-hiérarchique en général. Puis les gens qui sont au-dessus dans la pyramide de la hiérarchie, ce sont des gens qui gèrent mieux les émotions négatives que les gens qui sont en bas. Mais en tout cas, je trouvais que c'était super intéressant, ça, de tout décortiquer ça, là, tu sais. Parce que c'est des phénomènes qu'on entend aujourd'hui, puis on fait comme... Tabarnak, comment se fait, est-ce que un dude, c'était un bon Jack, puis il y a bien de la misère à se trouver quelqu'un? Ou... C'est triste d'un fois. Hein? Ben, ça fait partie... Tout le monde a je dirais, des choses à travailler, puis il y a des gens qui ont besoin de plus d'approbation sociale que d'autres. Il y en a qui sont naturellement plus agréables que d'autres. C'est correct, c'est une force, hein, parce que, mettons, l'agréabilité te donne une meilleure empathie. T'es meilleur pour sentir les émotions des autres. T'es meilleur en écoute. T'es très fort en relation. C'est des forces, ça. OK, mais tu peux pas te servir de ces forces-là tout le temps. Sinon, ils vont se transformer en béquilles. Donc, pour les gens qui sont suragréables, par exemple, il faut que tu développes une espèce de spectre plus large au niveau de la personnalité, où une personne peut dire, OK, dans telle circonstance, je vais utiliser toutes mes forces d'agréabilité, mais des fois, ce n'est pas approprié. Donc, je vais réduire mon agréabilité, je vais me servir de d'autres habiletés que j'ai. Donc, une personne a avantage à travailler sa désagréabilité. Comme ça, tu élargis ton spectre et t'es pas coincé dans un spectre d'agréabilité élevé. Donc, quand avec l'âge, avec l'expérience, ce qu'on veut, c'est développer une plus grande flexibilité au niveau de la personnalité. Comme ça, tu es capable d'adapter tes bons outils au bon moment. Tout le monde a quelque chose à travailler. Moi, je me demande, tu sais, est-ce que toi, d'un fois, t'es autocritique envers toi-même, tu sais, parce que, tu sais, en ayant toutes ces connaissances-là, je me dis, tu sais, mettons, tu es un réalisateur qui écoute un film, ben, tu sais, lui, des fois, il y a de la misère, puis il y a de la misère de décrocher, parce qu'il est tout le temps en train de critiquer, mais toi, tu sais, de la personnalité, l'identité, tu sais, c'est la vie de tous les jours, là, tu sais, t'as ta vie à toi, fait est-ce que, des fois, tu trouves ça un peu lourd sur toi-même de tout le temps t'auto-critiquer ou tu as été capable de laisser les choses aller? Là? Je travaille tout le temps sur quelque chose sur moi, mais je suis jamais irrespectueux envers moi-même. Okay. Je me tape jamais sur la tête. Je me trouve jamais, je me dis jamais, je me traite jamais d'imbécile. Okay. Je me dévalorise pas, mais je me sens jamais meilleur que qui que ce soit. Puis moi, je travaille sur moi à la hauteur où je suis rendu. Et ça m'intéresse ce que je vis. Donc, j'ai une attitude assez respectueuse envers moi-même. Fait que oui, je pense à toutes ces affaires-là, mais pas dans le sens de, bon, faut que je corrige ça. Non, je suis pas correct là-dessus, je suis pas correct là-dessus. Non, je suis moi, puis j'avance, puis ça m'intéresse, puis j'évolue, puis je suis meilleur que personne, je suis moins bon que personne, puis je fais mon propre petit chemin. Ce qui fait en sorte que ça m'intéresse tout le temps, ce que je vis. Puis je pense tout le temps à ça, ces choses-là. Mais pas dans le sens critique, lourd, négatif. Ouais. Non, je pense pas comme ça. Dans l'idée négative. C'est ça. La réflexion négative. Là. Non. C'est ça. Tu sais, je me dis, ben non, je suis pas parfait, j'ai plein de défauts, mais c'est comme c'est quoi un défaut? Ben OK, mais je vais le travailler. Tiens, quelle belle excuse, je vais aller dans cette direction-là. OK, je vais travailler ça, c'est bon ça. OK, qu'est-ce que je peux faire pour travailler ça? Bon, ben, regarde, j'ai tel défi ici. Ah, c'est bon, je vais relever ce défi-là. Puis je suis correct avec ça, puis tu seras jamais parfait de toute façon, mais à tous les jours, tu essaies d'être un petit peu meilleur, et c'est assez. Donc, moi, c'est l'attitude que j'ai, puis ça fait en sorte que, tu sais, je m'améliore sans jamais être parfait, puis sans être meilleur que personne, puis je me compare pas. Fait que ça serait ça la bonne remise en question à avoir. Faut que ça t'intéresse ce que tu vis, faut que ça t'intéresse d'avancer sans te dévaloriser. C'est ça qui est difficile. Parce que des fois, mettons, quand tu te fais critiquer ou quand t'échoues quelque chose, tu te sens loser. Tu te dis, je suis vraiment un esti de con. Je suis vraiment mauvais, là.
Puis des fois, tu te dis, comment ça se fait que j'ai pensé que je pouvais réussir ça? Tu peux pas réussir ça, t'es mauvais. Je veux dire, c'est dans ta tête. Tu t'es dit que t'étais bon, t'es pas bon. Fait que tu vois, tout le monde est susceptible à ce genre de scénario-là négatif, ça arrive. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises, non, ça là, c'est pas bon pour toi, là. Fait que là, on va arrêter ça. Tu vas prendre ton gaz égal, tu vas faire une petite activité que t'aimes, tu vas respirer 2 minutes, puis on va retravailler, puis ça va bien aller, puis on retravaille constructivement. Tu sais, fait qu'il faut que tu reviennes, tu sais, faut que tu te ramènes, parce qu'il y a des mauvaises journées, là. Tu sais, il y a des journées où t'es déprimé. Il n'y a rien qui marche. Non, puis il y a des passes que tu es déprimé aussi. Là. Oui. Une passe complète là, de plusieurs jours. Oui, tu as des mauvaises semaines. Carrément, tu te chicanes avec tout le monde. Il n'y a rien qui marche. C'est comme la vie fait juste te dire, t'es vraiment calme. Tu as pensé que tu pouvais réussir ça. Tu peux pas réussir ça. Tu t'es juste dit ça dans ta tête, t'es mauvais. Fait que ça, là, tout le monde peut vivre ça. Quand on est dans un creux de vague, là, faut faire attention. Là, parce que là, tu peux rentrer en pente descendante. Donc, la capacité à sortir des phases difficiles, c'est une habileté en soi. C'est une expertise en soi. C'est un sport. Sortir de ton creux de vague, faut que tu saches comment faire ça, parce que tout le monde a ça. C'est normal. Donc, mais les gens qui réussissent savent comment gérer les creux de vague, se réorienter vers l'eau, retourner sur le top d'une vague, puis ça bouge comme ça, hein, ça bouge comme ça. Donc, si tu sais comment gérer des tops de vague puis des creux de vague, t'es correct. OK. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ça fait 20 ans que j'ai psychome, puis est-ce que, d'après ton expérience, il y a plus d'anxiété aujourd'hui ou il y en a tout le temps autant eu, c'est juste que là, on en parle plus? C'est une bonne question. J'avais la même genre de question avec la dépression, par exemple. Est-ce que c'est juste qu'on c'est plus ouvert, donc on parle plus de la dépression? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Parce que comment tu veux savoir? C'était juste là, mais personne ne le disait. C'est comme, c'était là tout le temps, mais juste que là, on en parle plus. Donc là, ça ressort là. Mon hypothèse, c'est que je pense qu'on en parle plus, mais je pense que c'est plus là aussi. Parce que ce qui prédit une grande partie de l'anxiété, puis une partie de la dépression, du sentiment dépressif, c'est l'impuissance. C'est se sentir coincé dans une vie où il n'y a pas de repères, où tu sais pas trop comment avancer, t'as pas vraiment de réponse, t'as pas vraiment de plan, tu sais pas dans quoi t'orienter. T'as pas vraiment grand-chose qui t'intéresse. En plus, c'est pas clair ce que tu veux, tu sais pas pourquoi. Tu es perdu. Tu souffres, t'as mal, mais tu sais pas pourquoi t'as mal, c'est-tu normal? Donc, tout ça, là, ça va créer un repli sur soi. Donc, l'impuissance va faire ça. Donc, t'es face à un univers qui est trop complexe pour toi. Ça va créer de l'anxiété puis de la dépression. Donc, on est dans un monde qui est beaucoup plus complexe qu'avant. Avant, c'était plus simple. La culture était plus simple. Tes voies étaient plus tracées. La culture et la famille te guidaient mieux. Maintenant, on veut la liberté absolue dans tout, dans tous les choix dans l'instant présent. OK, mais est-ce qu'on est équipé de se repérer dans une telle forêt? Non. Donc, moi, mon hypothèse, c'est on a beaucoup trop d'opportunités de choix versus l'équipement d'orientation qu'on a. Donc, moi, je pense que oui, ça augmente. Et ça va continuer d'augmenter parce que si on regarde la détresse chez les jeunes, ça augmente. Donc, la détresse psychologique, l'anxiété, tentative de suicide, taux de suicide a tendance à augmenter en Occident en général. Donc, ça regarde pas vers la bonne direction. Donc, je pense que oui, ça augmente, définitivement. Mais tu sais, puis aussi, tu sais, d'après les documentaires que j'ai vus, tu sais, ben, c'est sûr que les réseaux sociaux, tu sais, ça vient d'arriver, c'est le nouveau phénomène depuis ça, on pourrait dire 10 ans, 10-15 ans, puis c'est ça, tu sais, on l'a vu que ça favorise la dépression, ça favorise l'anxiété de tout le temps se comparer, puis de voir qu'est-ce que les autres ont que toi t'as pas, ou un semblant qu'eux ils ont que toi t'as pas. Tu sais. Oui. Non, ça c'est très clair. Toutes les études montrent que les médias sociaux détériorent la qualité de vie chez les jeunes. Ça détériore, il y a tellement de statistiques qui sont hyper claires, des courbes hyper claires depuis juste l'arrivée du iPhone à partir de 2007. T'as des courbes ouais. Depuis l'arrivée du iPhone, les jeunes font de moins en moins de parties, ne se réunissent plus, ont de moins en moins de relations interpersonnelles, ils ont moins de relations sexuelles. Les jeunes se sentent de plus en plus dévalorisés, ils se sentent moins importants, ils se sentent laissés seuls. C'est absolument épouvantable. Et ça crée beaucoup de dépendance, de validation externe dont on parlait, là, qui est une forme de drogue. Okay? Donc, la validation externe
passe beaucoup par une quantification soit de ton following ou de ton approbation, nombre de likes, les petits cœurs et tout ça. Et donc, pour courir après cette drogue-là, ben, là, le monde virtuel fait en sorte que tu peux... Ça développe un narcissisme. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu te marketes mieux, il faut que tu te modifies, tu te glorifies de mieux en mieux si tu veux percer sur les médias sociaux. Donc là, il y a toutes sortes de filtres, il faut que tu te présentes sur ton meilleur jour, tu vas prendre 800 photos avant de publier la meilleure de toi, tu vas mettre un filtre par-dessus. Donc ça crée un univers d'autodévalorisation qui s'éloigne de la réalité. Donc ça rend un jeune incapable de se toffer dans sa propre vie, dans sa propre peau. Puis de se trouver sa propre identité, j'imagine. C'est une autre mission. L'identité, c'est un chemin. C'est pas des boîtes. Hein. C'est pas un label. C'est pas une étiquette. Puis on est beaucoup dans ça, là, actuellement. Dans quelle boîte je suis. Mais il y a pas assez de mots pour décrire le nombre de boîtes dans lesquelles t'es. Tu peux fitter dans 25 millions de boîtes en même temps. Donc, comment tu fais pour développer ton identité? Mais il faut que tu développes ton propre chemin. C'est dans l'action que tu développes ton identité. En poursuivant des buts, tes relations, en relevant des défis, définir des passions, faisant des projets. Expériences. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle avancer. Mais la seule façon de le faire, c'est que ça te prend une vraie vie. C'est pas les médias sociaux qui amènent ça, puis c'est pas le monde virtuel qui amène ça. Donc là, ça a une tendance à créer une espèce de buzz ou de déplacement des objectifs virtuel, mais tu te vides dans ta vie réelle. Donc, les médias sociaux contribuent beaucoup à la détresse psychologique. Là, je vois le temps avancer, puis là, je veux faire ça de répondre, de te dire toutes mes questions avant que tu t'en ailles, mais prends le temps d'y répondre. Puis celle-là, si ça te dérange pas d'y répondre, mais Patrick Lagacé, il t'a critiqué dans une de ses dernières articles, puis je me demandais comment tu prends ça. Tu sais, parce qu'il utilisait des mots quand même assez... C'était curieux, disons. C'était bizarre comme article, tu sais, que je sois dans le titre, tu sais, comme... Je suis pas premier ministre, là, je veux dire, pourquoi je suis dans le titre? Tout ça a été très bizarre. L'article était très bizarre, selon moi. C'était plus des attaques personnelles qu'autre chose. Parce que quelqu'un peut débattre d'une idée. OK? Mais ça, c'est correct. Ça fait partie du dialogue. Tu sais, on n'est pas d'accord. Puis tu le prônes, justement. Oui, c'est correct. Avoir de l'opposition, c'est correct. Mais c'était pas ça. C'était une série d'attaques personnelles, d'attaques à la crédibilité. Il y a quelque chose qui était malaisant là-dedans, que j'ai trouvé inconfortable. J'ai essayé d'écrire à Patrick pour dire, c'était quoi ça? Je veux dire, pourquoi? M'a jamais répondu. Tu sais. Fait que le dialogue, c'était pas ça le but, là. Mais je pense qu'il faut savoir aussi que 1 mois et demi avant, mon agente a reçu des téléphones de groupes féministes, d'activistes, qui ont dit à mon agente qu'ils préparaient un coup médiatique contre moi. 1 mois avant. Ah ouais. Mon agente m'appelle, elle dit, j'ai des groupes, puis des personnalités connues, là, que je veux pas nommer, là, mais c'est pas ça qui est important. Puis mon agent dit là, il y a du monde qui prépare activement un coup médiatique contre toi. Tu sais, je suis comme, mais pourquoi? À cause de l'émission de Marie-Claude, à cause de ton opinion sur le mot féminicide. Je suis comme, OK, j'ai pas comme compris c'était quoi le rapport, tu sais. Là, mon agent a dit non, là, j'essaie de les calmer, mais il prépare un coup. Je suis comme, il prépare un coup, tu sais. Puis là, j'en ai comme peu entendu parler, mais la prochaine affaire qui est sortie, c'est l'article de Patrick Lagacé. Quel est le lien entre les deux, je sais pas, mais on est dans un petit monde au Québec. C'est un drôle d'adon, disons. C'est comme, c'est des menaces explicites de « on est contre toi actuellement ». Tu sais, c'est pas juste une interprétation. Je veux dire, c'est des menaces explicites. Puis là, il y a ça qui s'est passé. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Je connaîtrai jamais l'arrière-scène, puis je te dirais, ça m'intéresse plus ou moins. Mais ça m'a fait de la peine, ça m'a fâché sur le moment. Parce que j'avais croisé Patrick Lagacé une couple de fois à radio, puis tu sais, bien sympathique et tout ça. Puis je comprenais pas l'attaque personnelle, puis le rationnel en arrière, même. Là, j'ai pas le goût de m'embarquer dans le rationnel de féminicide. Ça tenait même pas la route. Je comprenais même pas rien de ça. Donc, de son article? Ouais. Ben c'est ça, il utilisait des mots genre colosse qui dit des conneries. Ouais. Avec un air sérieux. Là, je me souviens plus trop c'est quoi. Ouais.
Tu sais, c'est quand même, c'est ça. Colosse talent pour dire des conneries avec un air sérieux. Ouais, Tu sais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, j'ai accepté que ça fait partie là, de l'atmosphère qu'il y a. Puis c'est sûr que tu sais, je fais mon effort, tu sais, de dire les choses le mieux que je peux. Hein, tu sais, puis c'est jamais parfait. On s'entend là, quand on s'exprime, c'est jamais parfait. Mais j'essaie toujours de dire ce que je pense pour vrai, pas mentir, pour m'adapter à peut-être les répercussions de je veux pas mentir pour m'adapter à ça. Je vais choisir ce que je veux dire, bien évidemment. Puis je vais essayer de le dire de la meilleure façon possible. Puis je pense depuis 20 ans, c'est pas arrivé souvent, tu sais. Fait que, tu sais, sur un échantillon de 20 ans, c'est quand même bon. Ouais, mais ben oui, c'est sûr. Là. C'est la première fois que j'entendais que quelqu'un parlait contre toi. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, ça a été un peu tough la première semaine, puis après ça, ben là, je me suis rendu compte que les gens, ça a pas changé rien. Les gens étaient comme, OK, tu sais, nous autres, on a compris ce que tu as voulu dire. Fait que ça a pas eu vraiment de répercussions. Mais moi, ça m'a fait réfléchir de dire, on est rendu là. Hein. Tu sais jamais le coup il va venir d'où. Puis c'est comme, on est là. Puis ça, c'est juste un type d'activisme. Là. Il y en a plusieurs. Tu sais. Il y a 4 types d'activisme. Il y a le féminisme, comme là. Il y a le genre, il y a la race, puis l'identité. Si tu touches une de ces 4 sphères-là, il va y avoir une conséquence. Tu sais. Il va y avoir une protestation. Que tu touches, peu importe ce que tu vas dire, si tu contredis, si t'es pas d'accord avec l'agenda qui est promu dans les médias ou t'es pas d'accord avec l'activisme en place, il va y avoir, tu sais, ce genre de protestation-là. Mais on s'en... Fait que toi, tu l'acceptes, oui, bon, je l'accepte. Je l'accepte. Puis, c'est ça, j'essaie de faire mon travail le mieux que je peux. Puis ça t'a-tu rentré dans la tête, genre, sur, la prochaine fois, je pogne la parole en public... m'a faire attention encore plus aux mots que je vais choisir ou... Ben, je te dirais, à un moment donné, faut prendre la décision de... Je peux pas contrôler tout ce que les gens vont dire. Là. Donc, ça fait 20 ans que j'essaie de faire le mieux que je peux. Je vais continuer de faire ça. Mais je veux pas rentrer dans de l'obsession puis de la... Ouais, c'est ça. Je veux pas rentrer dans ça. Je veux pas rentrer dans ça parce que, tu sais... que je fais, ça fonctionne, puis Tête du monde. Oui, donc je pense pas qu'il faut que ça teinte, tu sais, les choses, puis... OK. Non, fait que ça m'a pas rendu, là, obsessif par rapport à ça. OK. Puis je me demande, qu'est-ce que tu penses de Jordan Peterson? tu l'écoutes-tu un peu? Ben, je sais c'est qui. Je l'écoute. Pas dire que je suis un assidu de lui. Là, okay. C'est comme un incontournable, je peux dire, dans l'univers un peu de la psychologie. Puis il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là parce qu'ils disent il y a des choses que tu penses que Jordan Peterson pense aussi. Ben qui se ressemblent. Ouais. Ben c'est parce que quand tu regardes la littérature scientifique, tu sais froidement, puis tu regardes les faits, ben ça converge vers certaines choses que j'ai pas choisies moi-même. Tu sais, à un moment donné, les faits, il y a des faits qui sont là, qu'on en parle politiquement ou peu importe l'agenda politique, social. Ben, si les faits, c'est pas ça, je veux dire, moi, je vais m'en tenir à ce qui est crédible, tu sais, scientifiquement. Donc, à quelque part, si on se fie à la même littérature scientifique, ben, les faits, c'est les faits. Fait que oui, je pense qu'il va y avoir de la redondance, je peux dire, puis des éléments communs. Après ça, Jordan Peterson, ben, je le connais pas personnellement. C'est un gars qui a fait ses devoirs tant qu'à moi. Tu sais, il a publié plus que 100 articles scientifiques. Tu sais, il est capable d'être assez, je dirais, froid là, dans sa lecture scientifique, assez intransigeant. Dans sa livraison. Des fois, c'est un peu raide, OK. Mais, tu sais, c'est un gars qui il veut aider les autres. Ça, clairement. Tu sais, il croit en l'humain, il est pro-humain. Il vise le développement des autres, il vise le développement des relations à long terme, il vise le fait il fait la promotion de tu peux faire quelque chose pour toi, tu peux structurer ta vie, puis à quelque part, ben, je peux pas dire que je suis en désaccord avec ça, tu peux faire ça. Effectivement, quand tu as les bons outils, tu peux te structurer. Donc, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit puis de la façon qu'il livre, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses que j'aime puis je pense qu'ils sont vraies. Aussi, il y a de l'expérience clinique.
Donc, c'est pas juste qu'il a lu un livre, puis il a fait de la recherche, il a vu des patients en tonnes. Puis ça, pour moi, c'est important, parce que c'est important d'être... L'expérience du terrain. Ça prend de l'expérience terrain. C'est comme, ça a l'air de quoi un humain qui souffre? Est-ce que tu as une idée, c'est quoi? Comment ça pense? Pourquoi un humain se sent impuissant? Pourquoi il est bloqué? Puis là, dépendamment de la personne que tu as en face de toi, elle a des capacités, puis elle a des limites. Donc, il faut que tu aides une personne avec ses capacités puis ses limites. Donc, ça prend une lecture de la personne. Il faut que tu connaisses ça. Puis, il faut que tu connaisses comment broder dans la réalité, dans l'interaction avec la personne. Donc, il y a cette expérience-là clinique, puis il y a un regard sur la littérature scientifique. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose au moins que je trouve crédible. C'est pas juste un volet scientifique. Tu sais, il y a un volet clinique, un volet scientifique, puis une espèce de collaboration entre les deux, puis ça, je trouve ça important. Ou quelqu'un qui essaye de faire du sensationnalisme, tu sais, ça, pour moi, ça vaut rien, là, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui, tu sais, que c'est ça, c'est réfléchi, puis que c'est bien exprimé, moi, ça me parle, là, d'habitude. Ça a été un des premiers, en tout cas, que j'ai entendu qui parlait. Je faisais, bon, tu sais, je peux m'identifier un petit peu plus à ce qu'il dit, puis ça me faisait du bien d'entendre ça, là, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que c'est très à contre-courant versus qu'on promouve au Québec. Là. On est dans deux mondes c'est ça. Complètement, tu sais, c'est ça. Exact. Ouais. Je veux savoir aussi ton opinion sur le Doc Mayou. J'avoue, je le connais pas, le Doc Mayou. Je l'ai jamais vraiment écouté. Okay. Il faisait de la radio à un moment donné, mais j'étais trop petit. J'ai un vague souvenir quand j'étais dans l'auto avec ma mère qui était... Puis il engueulait du monde, genre à la radio, tu sais. Madame, vous êtes une épaisse. Je sais pas, qu'est-ce que... Puis j'étais comme... c'est très, très direct, mais pour vrai, je pense que les résultats sont là. Tu sais, il aide le monde. J'avoue, je le sais pas. Je le sais pas. Tu sais, je pense que je l'ai entendu 2-3 fois dans des clips, là, mais j'avoue, j'ai jamais vraiment écouté des vidéos. Ouais, c'est ça. Tu sais, une couple d'affaires qui disaient, j'étais comme, le common sense, c'est là. Tu sais, oui, la base était là. Mais encore là, c'est parce que, tu sais, quand tu parles à un public, il y a une façon de le dire. Oh, c'est puis lui, il passe pas par 4 chemins. Là. Les grosses! C'est ça, puis moi, je suis pas du genre à chouchouter le monde, puis je suis du genre direct. OK, mais ton but, c'est-tu juste d'être direct ou d'aider le monde? Si tu veux aider le monde, enrobe un peu, essaye de... Okay, je tu sais, faut t'aider un peu le monde. Si tu les brusques directement, tu vas pas atteindre ton objectif. Puis moi, je pense que l'objectif important, c'est vraiment d'aider le monde. Puis pour aider le monde, faut que tu choisisses tes mots, faut que tu choisisses la façon dont tu vas amener. L'approche. Oui, il s'agit pas juste de le dire. Donc, tu sais, il y a une différence entre est-ce que tu dis des vraies choses, ton contenu, puis de la façon dont tu l'abordes. C'est pas la même chose. Mais des fois, on dirait aussi qu'il y a du monde qui ont besoin de se faire un peu bardasser, là, tu sais, pour casser de quoi, pour que le message puisse passer. Oui, mais quand tu fais des interventions qu'on appelle plus costaudes, faut que tu calcules ton affaire. Ouais. Tu peux pas juste shaker quelqu'un puis dire « Oh, mais t'avais besoin d'un électrochoc. » Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu peux être un peu plus dur sur quelque chose qui est très précis, mais faut que tu calcules ton effet puis faut que tu sois sûr de pouvoir récupérer les choses après. Fait que si, mettons, je te coachais, puis je sais qu'il y a quelque chose qui est très résistant, là, je te connais, OK, il va falloir réveiller quelque chose, il va falloir que quelque chose se passe, mettons, avec toi, puis j'ai une intervention à faire. Faut que je la calcule. Fait que faut que je l'amène. Faut que je sois sûr que je sois capable de la récupérer en relation avec toi, puis transformer ça avec un sens. Moi, je ne crois pas que juste shaker quelqu'un, ça va faire un effet magique. Moi, je crois pas à ça, puis je ne prône pas ça, parce que c'est trop proche juste de la brutalité, puis se réfugier dans le fait que t'avais besoin d'un électrochoc, puis t'avais besoin de te faire shaker. C'est comme, non, t'as besoin de comprendre quelque chose, t'as besoin d'être perméable à quelque chose, t'as pas besoin d'être juste violenté puis shaké. Donc, oui, tu peux faire quelque chose qui est plus costaud, mais moi, je ne recommande jamais de ne faire que ça, puis c'est comme, ça va faire un effet magique tout seul. Sinon, c'est parce que t'es fermé. C'est comme, non. Donc, ta job comme intervenant, c'est de faire ce calcul-là. Tu peux faire quelque chose qui est plus solide, puis ça m'arrive de le faire avec certains clients. Mais attention, faut que tu puisses la ramasser. Faut que tu puisses en sortir avec une relation qui est positive, sans trauma, donc faut que tu calcules ton affaire. Donc, sans traiter l'autre de faible après. C'est parce que t'es un faible, tabarnak! Non, tu sais, les humains, c'est sensible, puis c'est pas qu'il faut surprotéger. C'est juste que... il y a une limite. C'est ça, il y a une zone, oui, puis ça, faut que tu l'apprennes. Faut que tu apprennes comment faire ça. C'est pas si facile que ça. Tu sais, dans des formations de coaching que je donne, ou de développement plus avancé, jamais je vais recommander à mes coachs de
faire des interventions trop raides si tu n'as pas déjà des bases. Tu as un calcul qu'il faut faire avant. Tu fais ton intervention, puis il faut que tu aies suffisamment de latitude pour récupérer ça après. Il faut que tu le calcules avant. Sinon, surtout en ce moment, là, tu peux être accusé de violence, de faire de l'abus de pouvoir et tout ça. Mm-hmm. Fait qu'en plus, tu as un aspect là, de légal là, en ce moment. Ouais. Mais à part ça, tu as un aspect psychologique, tu as un équilibre là-dedans à respecter. Mm-hmm. Puis, quoi tu penses des coachs de vie? Les pseudo-coachs? Là? Le problème, c'est quoi? Ils sont souvent autoproclamés. Ouais. Bon, coach n'est pas un terme qui est réglementé, premièrement. Ouais. Okay. Donc, OK. Ça a des avantages. C'est des avantages parce que ça donne un accès. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire hey, moi, je sens que je peux aider les autres. OK, mais c'est cool, ça. C'est une bonne intention. Mais une intention, c'est pas assez. Est-ce que tu as une capacité d'aider les autres en dehors de l'intention? Parce que l'intention fait pas la job. Est-ce que tu as une formation adaptée pour faire ce que tu dis que tu vas faire? Puis, ce que tu vends, est-ce que c'est réel ce que tu vends ou c'est de la fausse représentation? C'est là où on a moins de contrôle là-dessus, puis le thème coach de vie a des fois une connotation négative parce que c'est un peu du n'importe quoi. Ouais. Parce que ça l'est un peu du n'importe quoi. Ouais, par bout, là. Ben oui, puis si tu t'en vas en ligne, c'est très facile, les gens qui vendent toutes sortes de choses en ligne, qui font miroiter plein de concepts. Dans le fond, c'est assez vide. Là. Il n'y a pas vraiment d'expertise ou de preuve de leur efficacité ou de connaissance ou de formation. Donc, je dirais, il y a des coachs qui sont très bons, qui ont travaillé, qui ont une capacité de faire arriver des choses, qui ont des bases en psychologie. Et il y en a d'autres qui ont absolument rien, là, que c'est carrément de la fraude. Fait que t'as un peu de tout, mais les vrais bons coachs, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Comment tu dirais à quelqu'un comment choisir son coach de vie? Je dirais formation. De regarder sa formation. Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les cours que tu as fait? Qu'est-ce que tu connais dans le coaching? Qu'est-ce que tu connais dans le développement? Qu'est-ce que tu connais en psycho? Je dirais ça. Quelqu'un qui dit « moi j'ai fait un week-end de formation puis je suis coach », c'est pas un week-end que tu es capable de comprendre comment un cerveau fonctionne. C'est vraiment compliqué, là. Vraiment, vraiment compliqué. Donc, je dirais la formation. Après ça, quelles sont les preuves qui montrent que tu as réellement des effets positifs sur tes clients? C'est quoi ta clientèle? Qu'est-ce que tu es capable de démontrer comme effet? T'es supposé être capable de démontrer ce que tu es capable de faire. Donc, c'est quoi ton background? C'est quoi ta clientèle? Qu'est-ce que tu as fait pour ces clientèles? T'as-tu des témoignages? T'as-tu des mesures d'avant-après? T'as-tu quelque chose pour dire que c'est efficace ce que tu fais? Donc, il y a tout ça, là, l'espèce de portfolio. Et après ça, il faut que tu te sentes bien avec ton coach. Il faut que tu te sentes écouté, il faut que tu sentes qu'il comprend, qu'il catch, il comprend ce que tu veux dire précisément. Moi, je recommande pas de magasiner son coach sur quels trucs ils ont à te donner, les trucs, les méthodes. C'est comme, pars pas avec ça. C'est quel est le niveau de conscience dans son écoute? Est-ce qu'il est capable de comprendre ce que tu es en train de lui dire? Est-ce que vraiment tu dis, OK, cette personne-là comprend exactement ce que je vis, c'est exactement. Donc, ça, là, c'est quelque chose qui doit être testé. Donc, je dirais, habileté d'écoute, saisir ta réalité, te sentir bien avec cette personne-là. Puis là, quand tu as ces trois éléments-là, là, le portfolio, la formation, puis tu te sens bien, là, ça mérite de dire, OK, on peut commencer un processus, puis après ça, cerner des objectifs, puis après ça, on va réajuster en temps et lieu. Moi, j'ai été tellement chanceux que mon thérapeute, ça a bien fité. Ah ouais? Parce que tu peux empoigner 3, puis c'est le 4e avec qui va avoir le bon fit pour pouvoir bien travailler, là, ces affaires. Là. Toi, t'as-tu magasiné longtemps? Non. Moi, j'étais super réfractaire, en tout cas, à pas y aller. Moi, je voulais rien savoir d'y aller parce que j'avais peur de tomber sur quelqu'un puis qu'il me dit des affaires puis ça me fuck encore plus. Fait que, parce que ça aurait pu arriver parce que moi... Tu sais, si je suis pour aller en quelque part puis parler de mes enfants, moi, là, je te vide mon sac. Moi, je suis là objectivement. Là. Puis mon but, c'est d'en ressortir le plus gagnant, d'arrêter de souffrir, d'arrêter. Fait que pour ça, il faut que j'aille aucun filtre. Il faut que je te sorte mon affaire puis il faut que je te fasse confiance. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que une première séance de même, si je tombe sur la mauvaise personne, c'était ça ma crainte. Mais tu sais, après ça, je me suis rendu compte que la personne t'écoute pas mal la première fois, puis après ça, tu sais, là, il commence un peu à avoir de la thérapie, elle commence plus, là. Mais bref, ça a super bien fonctionné la première fois, tu sais, puis
c'est ça, ça a été peut-être plus lourd la première fois, mais je chantais déjà la complicité, là, Ouais. tu sais, puis l'écoute surtout, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ça qui m'a fait comme, bon, mec, all right. Mhm. OK. J'ai le goût à une deuxième, à la deuxième, j'ai le goût à une troisième, puis Ouais. là, c'est là que, tu sais, j'avais amplement confiance dans tout, là, Ouais. tu sais. Mais c'est ça, il faut que tu donnes la chance aussi. Il faut que tu te donnes un peu le temps de tester. Ouais. Des fois, ça te tente pas de consulter trop, puis ça te tente pas de t'embarquer là-dedans, il faut que tu payes, puis là, c'est comme je vais raconter toute mon histoire, peut-être ça donne rien, puis il y en a, là, c'est du trouble, hein, quand même, là. Ouais. Fait qu'il y a bien des gens qui, oui, aimeraient ça être aidés, mais s'embarquer dans le processus d'aller choisir quelqu'un, puis de prendre le risque, puis je les comprends, parce que ça marche pas toujours du premier coup avec une personne, puis des fois tu dis là, c'est un turn-off, j'ai pas d'énergie à mettre là-dessus, là, je suis sur la liste d'attente de 3 psychologues parce qu'il n'y a plus assez de psychologues. Il y a beaucoup d'éléments qui te donnent pas le goût de poursuivre. Fait que juste ça, là, c'est une mission, trouver quelqu'un. Là. Puis t'as même pas commencé à travailler, là, juste trouver une personne. Donc non, j'encourage là, à pas lâcher. Ben trouver une ouais, bonne personne, d'y aller, j'encourage puis c'est ça, de tenter sa chance, je pense que c'est le meilleur conseil, puis aussi de pas se décourager. Tu sais. Ouais. Toi, c'est quoi les objectifs que tu as avec Psycom? C'est quoi le but de ça? Psycom, je l'ai fondé il y a 20 ans. Et mon but, c'était d'augmenter des habiletés relationnelles, de communication interpersonnelle que tu peux appliquer dans ta vie personnelle et au travail. Donc, c'était de former des gens. Et je dirais depuis 7-8 ans, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'on a besoin d'autres outils autres que juste de la communication, des outils plus internes dans notre tête, d'orientation, de savoir comment on fonctionne, comment atteindre tel genre d'objectif, comprendre notre machine. Donc, j'ai créé un autre programme qui s'appelle Précog. Ça dure 1 an. Et à chaque mois, il y a un thème en particulier. Donc, puis j'explique les règles de ce thème-là, puis comment tu peux l'appliquer. Donc, par exemple, premier week-end, anxiété. Comment ça marche l'anxiété? Puis après ça, j'explique comment tu peux développer ça, puis comment t'orienter là-dedans, puis utiliser certaines stratégies. Après ça, motivation. C'est quoi les règles du jeu là-dedans? Après ça, relation. Comment ça fonctionne? Donc, il y a 12 thèmes tout au long de l'année qui donnent un paquet d'outils d'orientation pour pouvoir fonctionner dans ta vie, puis amener ça à un autre niveau. Donc, en gros, Psycom, ça sert à montrer comment opérer dans la vraie vie aux gens. Ça, c'est ma mission. C'est ça Psycom. Où est-ce que on s'en va? Ben, depuis la COVID, ben là, on est allé plus en ligne parce que sinon, je fermais la business. Parce qu'avant, c'était juste des formations en vrai. T'sais. Ouais, c'est ça. En personne. Mais là, avec la COVID, on pouvait plus sortir. On s'est dit, bon, puis moi, je suis pas très de technologie, là. J'aime pas ça, là. J'aime les vrais contacts humains. Mais on a basculé en ligne, puis ça a été super bien, puis on a aidé beaucoup plus de gens qu'avant, puis on s'est dit, OK, mais là, fait que ça fonctionne, on aime ça. Fait qu'on continue à aller dans cette direction-là. Ça a été une autre branche qui s'est créée. Exactement. Ouais. Exactement. Puis là, juste avant qu'on termine, ça te dérange pas, j'aimerais ça qu'on parle de ton émission Tribal. Oui. Ouais. Oui. Parce que, il est super cool. À un moment donné, j'étais à l'hôtel, puis là, on allume la TV. Chris, t'es dedans, puis t'es en train d'aller voir des tribus. Puis, félicitations, parce que c'était vraiment cool, là, cette émission-là. Puis c'est ça, t'as fait cette émission-là pour montrer les êtres humains qu'est-ce qu'ils ont en commun, puis non, qu'est-ce qui les divise. Puis ça, c'est à travers le monde. Oui. Puis c'est des tribus que la plupart du temps, ils ont même pas eu de contact avec un être humain moderne. Ou très peu, disons. Ou très peu, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est comment faire cette expérience-là? Ben, Psycom que j'ai créé, ça a commencé par des voyages dans des communautés éloignées. OK. Puis ça m'a toujours... C'est ça qui m'a toujours intéressé, c'est... Oui, les humains sont différents, il y a différentes communautés. Culturellement. Mais moi, j'ai toujours l'esprit de dire, oui, mais il faut collaborer ensemble de toute façon. Tu sais, on partage la même planète, on partage les mêmes villes,
partagent les mêmes quartiers. Fait qu'on peut pas se diviser à cause de ça. Il faut trouver des éléments qu'on a de commun. Bon, moi, ça a toujours été ça. Qu'est-ce qu'on a de commun? Quel outil on a en commun? Parce qu'on va bâtir des relations avec ces éléments-là communs. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller dans les communautés les plus différentes de moi possible, puis je vais essayer de voir, de lire qu'est-ce qu'il y a de commun. Et donc, ça a parti comme ça. Puis j'ai continué à faire des voyages, j'ai commencé à filmer ce que j'ai fait. Puis après ça a évolué finalement en cette émission-là. Puis on a fait 8 émissions dans 8 communautés. Puis c'est toujours de montrer la première approche, comment tu crées une relation, même si tu n'as pas une langue commune. Ça joue principalement sur des variables non verbales. Puis je voulais expliquer aux gens comment je fais, tu sais, à quoi je pense, qu'est-ce qu'il faut regarder. Parce que c'est ça les éléments qu'on a de commun. Puis ce que je voulais démontrer, c'est peu importe, on est différents, ils m'attendent pas, y a pas, tu sais, c'est pas stagé, là, tu sais, les approches. Mais tu peux créer des relations, même si on se comprend pas, tu peux créer quelque chose de façon interpersonnelle, en dehors du langage verbal. Puis après ça, tu peux t'intéresser, OK, la culture est structurée comment? Puis en quoi une culture vise à protéger des besoins humains universels. Parce qu'une culture d'une société, c'est comme une espèce de personnalité. Mais c'est une personnalité ou une culture qui vise à assouvir des besoins que tous les humains ont, mais de différentes façons. Et donc, moi, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a plein de cultures dans le monde, ils ont toutes leurs forces, et c'est pas les mêmes forces, mais on est capable d'apprendre beaucoup d'une culture à l'autre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ah, mais il y a beaucoup de choses. C'est la gestion de la douleur. Dans notre culture, on a une aversion pour la douleur ou l'inconfort. Quand tu t'en vas dans ces sociétés-là, c'est comme si eux autres ils ont plus de douleur physiquement tous les jours, mais tu sens pas que ça se transforme en souffrance. Garde le sourire, c'est normal, mais sont comme habitués d'endurer une partie de douleur que nous autres, on a comme complètement évacuée. Et ça, je pense que faut faire attention à ça parce qu'on vit dans un monde très inconfortable. Puis, plus on travaille à éviter toute forme d'inconfort, ça nous rend de plus en plus fragiles, puis on essaie d'éviter toutes les formes d'inconfort, ce qui est pas toujours bon. Donc, ta solution, ça serait quoi? C'est de la confronter Oui, ben ça prend des objectifs qui sont clairs, puis oui, après ça, aller vers des zones d'inconfort. Donc, dans des sociétés moins modernes, disons, la survie, c'est de base. Se nourrir, c'est de base. Avoir une famille, c'est de base. Mais les buts sont clairs. Donc, ils savent pourquoi ils se battent. Ils savent pourquoi ils endurent plein de choses à journée longue. Le sens est là. Ça les rend forts. Ici, dans notre culture, on a tellement de possibilités que les buts sont pas clairs et le sens est pas fort. On donc, finit par se perdre. Genre. Tu te perds, mais si tu te perds, tu peux pas être courageux et tu peux pas endurer de la douleur parce que ça va se transformer en inquiétude, en souffrance, en impuissance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est, OK, on a beaucoup de choses à apprendre de ces cultures-là, c'est-à-dire, ça prend des objectifs qui sont hyper clairs, il faut aller vers le défi, comme eux autres, parce que c'est ça qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on est peut-être un peu trop confortable et nos buts sont pas assez clairs. Donc, le sens ne nous permet pas de faire face à ces éléments. Ma meilleure exemple que je pourrais te donner à ça, si tu me permets, vas-y. C'est, tu sais, dans le temps avec les clubs vidéo, là, oui. Tu sais, c'était simple, t'avais peut-être 10 films que tu pouvais regarder, puis il fallait que tu décides sur un de ces 10-là. Mais maintenant, tu sais, avec Netflix ou nomme la plateforme Prime, Disney+, ou t'as tellement de possibilités qu'au lieu de regarder un film, tu passes quasiment la soirée en chercher un. Ouais. Fait que tu finis jamais par faire un choix, puis t'es comme, là, c'est bien plate. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui qu'on pourrait quasiment faire exemple avec ça. T'sais. Mais 100%. C'est parce qu'il y a trop de choix pour des balises d'orientation qu'on a dans notre tête. Tu sais, l'événement que je veux créer là, en vrai au Palais des Congrès, tout ça, un des centres de la discussion, c'est comment tu choisis une voie dans ta vie. T'en as 1001 chemins possibles. Comment tu fais? C'est comme ton club vidéo. T'as 10 millions de films possibles au bout des doigts sur Internet. Qu'est-ce que tu choisis? Quel est le bon chemin pour toi là? Comment tu t'engages dans ce chemin-là? Puis comment tu fais pour pas regretter? Parce que tu pars à un film, c'est plate, le 5 minutes, tu l'arrêtes, tu en choisis un autre, tu te remets à magasiner. On fait tout ça. C'est ça. OK. Dans la vie, les chemins que tu empruntes, c'est ça. Comment tu empruntes un chemin et tu construis quelque chose qui est bon pour toi? C'est cette habileté-là qu'il faut réussir à faire. Et selon moi, ça, c'est la prochaine survie.
quel chemin tu choisis, comment tu t'engages pour réussir ce chemin-là, versus magasiner tes chemins pendant que le temps passe. Puis jamais avancer. Puis Parce moins que tu fais t'avances, faire du surplace. et tu reviens à ton point de départ. Ah ouais. Tu essaies quelque chose, tu le regrettes, tu reviens. Puis là, c'est comme, le temps passe, t'es 10 ans plus tard, ta vie n'a pas avancé. Le temps, c'est pas infini, là. C'est dangereux, ça, perdre son temps. Il n'y a pas de cours pour faire ça. Comment tu t'organises dans tes prochaines étapes de vie à prendre? Il n'y a pas de cours pour faire ça. C'est un gros problème, selon moi. Puis, tu me demandais où va Psychom, ma compagnie? Essayer de tenter de régler ou d'améliorer ce problème-là. Comment tu construis tes prochaines étapes dans ta vie. Ça, c'est vraiment la contribution que je vais avoir dans Psychom, moi puis mon équipe. Ah, très cool. Puis si on en revient avec les tribus, justement, avec ton émission tribale, Oui. tu sais, c'est pas juste d'aller voir des tribus, c'est... T'es dans le jungle, faut que tu te rendes là avec ton caméraman, puis tu vis carrément dans le jungle. Fait qu'il y a du survivalisme là-dedans. Là. Oui, puis ça fait partie de ce que j'aime, parce que si tu veux, mettons, comprendre une autre personne, faut que tu te pratiques à vivre ce que cette personne-là vit. Ses conditions, là, c'est ben ça. Oui, tu peux pas arriver comme spectateur, vouloir connecter avec une personne, puis tu gardes ta zone de confort à toi, dans son milieu. C'est comme, non, c'est irrespectueux. Tu t'en vas les déranger, parce que carrément, je m'en vais les déranger. C'est comme, bonjour, j'arrive chez vous. C'est comme, OK, t'as-tu quelque chose en échange? Oui, j'ai des cadeaux pour montrer que je veux contribuer. OK, je viens pas chercher quelque chose, je viens amener quelque chose. Puis en plus, je viens amener ma volonté d'apprendre chez vous. Donc, j'amène mon écoute, puis j'amène ma volonté de vivre comme vous autres pour essayer de vous comprendre, puis créer des relations positives. Puis tu veux amener quelque chose. Donc, si tu veux amener quelque chose, il faut que tu te mouilles. Tu t'en vas pas dans une société pour prendre juste ce que t'aimes, puis transporter une partie de la société auquel t'appartiens. C'est comme, non. C'est toi qui s'en va déranger, ben c'est toi qui t'adaptes. Donc moi, c'est la démonstration que je voulais faire. C'est comment tu fais un processus d'intégration qui est respectueux. Puis je pense que ça se fait. Ça se fait tout à fait. Mais ça part par, est-ce que ça t'intéresse d'apprendre la culture là-bas? Est-ce que ça t'intéresse de la vivre? Ouais, c'est ça. Donc, il faut que tu aies cette discussion-là avec toi. Il y en a qui allaient là, c'est juste pour évangéliser des tribus. Là, il y en a un qui s'avait fait shooter une flèche. C'était comme un prêtre. Un dude, c'est sûr, qui voulait aller... Ça, c'est Sentinelle-Nord, ça. L'île de Sentinelle-Nord. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, une culture a son système de défense, comme une personnalité, un système de défense. Comme par exemple, moi, je peux pas juste te dire quoi faire là, dans la vie parce que ta tête, ton cerveau va protéger ta tribu de neurones internes. Même chose quand tu arrives dans une culture, la culture va protéger la culture. Fait faut que tu l'écoutes en premier, puis faut que tu t'adaptes en premier. Puis après ça, tu peux avoir une interaction. Ben, c'est ça. Puis aussi, y a-tu des fois est-ce qu'il y en a qui étaient hostiles? Dans l'émission, non, mais j'en ai fait une cinquantaine de communautés comme ça un peu partout dans le monde. C'est arrivé, oui, où le lien a été vraiment difficile dès le début, là. Parce que il y avait une mauvaise perception de moi dès le début. Parce que t'es blanc? Ouais. Parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avant. Aussi, j'ai fait certaines erreurs, comme j'étais dans Papouasie-Nouvelle-Guinée, à un moment donné, je faisais un documentaire sur les rituels cachés cannibales. Donc là, moi, j'étais là, puis je posais des questions de même. Là, c'est comme, ouais, le cannibalisme, ça marche comment chez vous? Puis je suis comme, non, ça existe pas. Fait que là, moi, j'arrêtais pas d'écœurer tout le monde avec ça. Fait que j'avais pas compris que faut pas le dire comme ça. Puis tu peux pas l'aborder comme ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais comme pas trop le bienvenu, là, puis il fallait que je m'en aille assez rapidement, là, parce que je me faisais observer pendant la nuit. Quand je dormais, je sentais qu'il y avait du monde qui tournait, qui me surveillait. Fait que j'étais pas très bien, là. Mais c'est parce que j'ai fait des erreurs, tu sais, aussi. C'est un thème délicat, puis je l'ai mal pesé, si je peux dire. Donc, ouais, ça arrive des fois. C'est quoi tu penses qui préparait à t'arriver si tu t'en allais pas? Je sais pas, tu sais, je veux pas rendre ça spectaculaire, ça y est, il m'aurait tué. Mais c'est juste, j'aimais pas le climat, tu sais, j'aimais pas ça. C'est très isolé, puis, tu sais, peu importe, quand t'arrives dans une communauté comme ça, éloignée, ton système de défense, c'est tes relations. Faut que tu sois protégé par le système hiérarchique en place dans la communauté. Ouais, faut que tu te fasses aimer du chef, là, du leader. Parce que même si tu peux te battre, même si tu as des armes,
C'est zéro. Faut que tu te fasses aimer du chef, faut que tu sois soutenu. Mais là, je sentais pas que j'avais assez de prise au niveau relationnel puis sur le plan hiérarchique, donc j'étais pas bien, là, tu sais. Puis j'ai un bon instinct, fait que quand je me sens comme ça, c'est comme... c'est pas bon, Ta là, petite tu sais. voix en dedans, fait « Ouais, pas mon col, c'est mon camp. » Ouais. OK. Puis là, en plus, là, l'avion venait pas me chercher, puis tout ça. Oh my God. Ah ouais, l'avion, elle voulait pas venir te chercher? Non, ben... Elle avait peur ou non, c'est je parce qu'il y l'attendais, puis le pilote avait mal compris, il est venu me chercher comme plusieurs semaines après, puis... Puis y avait-tu encore du monde qui te regardait? Oui, là, fallait que je trouve des endroits sécuritaires avec... puis je dormais dans la cuisine. Tu pouvais pas juste genre comme sacrer ton camp puis t'en aller plus loin? Ou... Ah non, tu peux pas te sauver comme ça, ils te suivent à la trace. Tu peux pas Ah te sauver. ouais? Ah ouais. Y a-tu une autre fois, c'était arrivé de même que c'était... que t'as senti ta sécurité en danger? Oui, à un moment donné, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une tribu qui s'appelle les Houlis. Puis ils ont de la peinture, tout ça, ils ont des espèces de perruques, puis ils sont habillés en feuilles, encore très traditionnels. Ça fait déjà, c'est en 2008, là. Ça fait déjà un bout de temps. Et à un moment donné, il y avait comme un conflit entre deux communautés Houlis. Donc, un membre de la communauté avait tué un autre de l'autre communauté. Mm-hmm. Donc, quand il y a un meurtre comme ça, soit qu'ils partent en guerre, là, il y a un carnage, là, tout le monde meurt, ou soit qu'il y a un mécanisme qui s'appelle la compensation, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes une compensation pour la personne que tu as tuée. Donc, ça veut dire que toute la communauté doit payer une compensation à l'autre. Puis la compensation, je pense qu'il y avait négocié, c'était 30 cochons. Fait que là, fallait transporter 30 cochons sur nos épaules avec une danse. Puis là, rendu au moment de la compensation, ils déposent les 30 cochons, puis là, t'as les deux tribus. Moi, j'étais là, tu sais, avec ma caméra, là, tu sais. J'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bien aller, j'imagine, tu sais. Puis finalement, ils ont refusé la compensation. Ils ont décidé que c'était plus assez. Fait que là, il y a une chicane, puis il a soigné une espèce de machette là, dans le cou de l'autre. Il a comme coupé la moitié de la tête. L'autre est tombé, la guerre est pognée. Moi, je me suis sauvé en courant. Donc, ouais. Ça, c'est une fois où j'ai eu peur, là. Pis ça, quand tu vis ça te dit pas genre, hey, je pense que j'en ai assez vu, là, je vais aller retourner dans ma civilisation, là. Ben... Non. Ah ouais? Non, moi, ça fait... Je sais pas, j'étais dans une période de ma vie, je pense, où est-ce que je voulais savoir jusqu'où les humains pouvaient aller, puis d'où on vient, puis non, j'en ai pas eu assez. J'ai eu peur à ce moment-là. Sacrement. Mais... L'autre, il se fait chopper à la tête avec une machette. Moi, en tout cas, ça serait assez. Ouais. Mais c'est parce que tu peux pas t'en aller. T'es tellement loin. Tu peux pas faire OK, je suis tanné, tu prends pas un boss puis tu t'en vas. C'est comme t'es pogné là. T'en aller de là, ça se fait pas comme ça. Faut que tu... Puis juste le départ, tu peux pas dire bon ben c'est beau, ben merci tout le monde. Ça marche pas comme ça, là. Faut que tu négocies ton départ. Le monde réalise pas ça. T'arrives, faut que tu négocies ton arrivée. Juste ça, c'est de la job. Là, ils t'intègrent. Mais là, tu peux pas t'en aller comme ça, là. Tu peux pas faire bon ben fait que moi je m'en vais chez nous. C'est pas comme ça. C'est, on investit dans la relation avec toi, tu peux pas t'en aller comme ça. Fait que faut que tu négocies ton départ. Sinon, ils vont t'empêcher de partir. Ils peuvent t'empêcher de partir. Ah oui. Puis ça, je l'ai vécu dans un groupe que j'ai amené en Éthiopie. Ça, c'est encore pire. Ah oui, c'est encore pire. Faut que je le compte, ça, cette affaire-là. j'ai amené un groupe de 10 personnes dans une communauté en Éthiopie. J'étais déjà allé 3-4 fois. T'sais, fait que je les connais. J'ai amené 10 personnes pour leur montrer cette culture-là, leur montrer comment tu t'adaptes à une autre culture, tu sais. Et là, il y a une fille dans mon groupe, OK, qui est très spectaculaire, OK? C'est une grande fille de 6 pieds, super belle, super, super spectaculaire, OK? Bon. Et le fils du chef de la tribu est tombé en amour avec. C'est bon? Mm-hmm. Fait que là, nous autres, on est là, on essaie de s'intégrer, puis tu vois que lui, il est comme tout le temps après, puis tout ça, puis elle a comme pas conscience trop d'elle, puis elle aime ça prendre de la place, puis se montrer, puis tu sais. Fait que là, on reste là une semaine et demie, puis à la fin, il faut s'en aller. Oh non. Fait que là, la dernière soirée, ben, en fait, il y avait la dernière soirée, puis le lendemain matin, on s'en allait, tu sais. Mm-hmm. Mais
pour s'en aller de là, il faut se faire guider. Puis c'est le fils du chef qui devait nous accompagner pour nous guider. On avait comme une journée de marche, là. Fait que lui, qui est en amour avec cette fille-là, on dépend de lui pour s'en aller. Tu comprends? Ouais. OK. Donc, la dernière soirée, dans le village, je sens que c'est weird, l'atmosphère. Je sens que c'est pas... C'est malaisant. Oui, il y a de quoi, mais mon groupe, ils le sentent pas. Ils font leur bagage, ils sont tout contents. On est allés dans Comme une le calme avant la tempête, genre. Ouais, moi, je me dis, il y a de quoi que j'aime pas. L'atmosphère est bizarre. Et là, c'est très silencieux, puis chacun dans sa hutte, puis là, ma petite équipe, ils font leur bagage, puis dans leur tête, c'est comme, c'était le fun, le lendemain matin, on part. Mais moi, je le sais, je suis comme, il y a quelque chose que j'aime pas. Il va arriver quelque Ouais. chose. Et là, je remarque que les anciens du village, ils boivent une sorte d'alcool qu'ils font eux-mêmes, OK? Ça, c'est pas bon, ça. Quand l'alcool commence à rentrer, là, parce que là, ça te désinhibe. Fait que là, si tu as déjà des émotions négatives actives, puis là, tu te désinhibes ta capacité à te gérer, c'est vraiment pas bon. Tout croche, là. Donc, puis là, en plus, tous les hommes dans cette communauté-là ont tous des AK-47. Donc, tout le monde a des guns. OK. Donc là, il y a ça, plus le fait que le fils du chef, il a pas l'air content qu'on s'en aille, l'alcool sort, une drôle d'atmosphère. Et là, la nuit tombe, et là, le fils du chef, il s'en va comme dire au reste de ma gang, « Hey, levez-vous debout, allez dans le centre du village. » Puis, tu comprends, il fait signe comme ça, là, ils sont comme un peu, « Hey, il nous parle pas comme ça, là, normalement, qu'est-ce qui se passe, Guillaume? » Là, j'ai pas le temps de tout leur expliquer, mais je suis comme, bon, ça y est, il y a quoi qui parle. Là, je dis à tout le monde, suivez exactement ce qu'il vous dit. Fait que restez proches, on va rester tout le monde ensemble. Puis là, faites juste hocher la tête, restez avec moi. Donc là, il nous réunit dans le centre. Là, puis là, on le sent, là, toute ma gang, là, était super stressée. Il était comme, qu'est-ce qui se passe? Bien bizarre. Toute l'atmosphère a changé. Là, je dis, là, vous suivez mon lead. Vous faites exactement ce que je vous dis. 5 minutes plus tard, le fils du chef arrive. Puis il tire une chèvre par la patte vivante. OK? Puis il l'amène devant nous autres. Toute ma gang me regarde et dit, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme, bon, ça sent le sacrifice. Fait qu'il va y avoir un sacrifice. Puis là, tout le monde est comme, on veut pas voir ça. Je suis comme, prenez votre mal en patience. Ça va être ça. Ferme puis ça ta va gueule, être... puis Ouais, puis souris, puis on est content, puis... Fait que là, le fils du chef, puis lui, il me regarde pas, il regarde personne. Il fait son affaire, là. T'sais, il est dans un autre mode. Il est dans un mode de... Il accepte pas que sa future blonde s'en aille. Fait que là, il est en train... Il veut pas qu'on aille se coucher. Il commence à être tard, là. Normalement, il faut aller se coucher, il faut faire dodo. Mais tu sais, un enfant qui veut pas faire dodo, il va prolonger sa soirée. C'est ça. Fait que là, c'est le fils du chef qui est un enfant, mais qui a tout le pouvoir du monde de faire tout ce qu'il veut. Puis on dépend de lui. Mais c'est l'enfant qui veut pas faire dodo, puis qu'il a le cœur brisé d'avance. Pire mix au monde. Donc, il prend la chèvre, il l'ouvre en deux, ça pisse le sang partout. Là, faut que je rassure ma gang. Tout le monde a les yeux gros comme ça. Ouais. Puis la chèvre, elle crie encore. Il arrête le cœur avec sa main. Écoute, c'est quelque chose, tu vois ça. Là, c'est comme là. Puis là, je dis, préparez-vous. On mange ça, là. Comme, non, on mange pas ça. C'est sûr, vous mangez ça. Puis vous devez même pas vomir. Vous devez montrer que vous êtes content. C'est extraordinaire. C'est ça. Fait que je vous le dis, vous allez me faker ça. Vous allez gagner un Oscar, je m'en fous. Vous allez faire semblant que vous êtes content en ce moment. Il y avait du sang partout. Tout le monde était pogné dans le coin. Puis je suis comme, super, yeah. Fait que là, c'était vraiment, vraiment... Moi, j'avais peur parce que j'étais comme, s'il pète une coche, s'il boit, parce que tout le monde boit, puis tout le monde a des AK-47, je ne sais pas ce qui peut se passer. Puis je suis responsable de la sécurité de mon groupe. Fait que moi, j'ai eu peur. Ça, c'est une des fois où j'ai eu le plus peur parce que c'était pas juste ma vie. Je suis responsable de ce groupe-là. Ouais. Là, je dis, là, vous acceptez pas d'alcool. Là, puis j'avais pas le temps de tout leur expliquer. C'est parce qu'il est en amour avec l'autre. L'autre, n'a rien vu pantoute. Là. Moi, je voyais ça. Puis j'ai comme, là, ce qu'il faut faire, c'est faire accepter à tout le monde, dont le fils du chef, qu'on s'en va. C'est un processus de deuil qu'il faut y faire vivre ce soir. Fait que là, faut pas rehausser des émotions négatives, mais faut pas le faire sans... le party. Là, refaire le party, mais faut pas le rejeter. Ouais, c'est ça. Si tu le rejettes, il va se fâcher. S'il se fâche, on est dans la merde. On veut pas ça. Donc là, c'était comme, là, on est content, mais faut que l'atmosphère décante tranquillement.
Fait que là, puis là, on se faisait offrir de l'alcool. Je dis non, vous refusez l'alcool, mais pas parce que vous rejetez, parce que vous êtes plein. OK? Donc, la façon de rejeter de la bouffe ou une offre, c'est pas Marc, je veux pas ça. Parce que là, tu vas les fâcher. C'est non, je suis plein. C'est comme, je suis déjà content. Ça rentre plus. Ah, OK. Ouais. Ça passe. Fait que là, je vous allez, non, vous êtes déjà plein. Non, vous refusez tout, mais c'est parce que vous êtes déjà plein. Sauf la chèvre. La chèvre, faut que vous la mangiez. Et là, j'étais comme, préparez-vous mentalement. Vous allez faire semblant de manger ça. Faites semblant de manger. Mettez ça dans votre bouche. Lichez ça. Faites ce que vous voulez. Faut que ça ait l'air comme si vous êtes contente et tout ça. Fait qu'ils ont fait cuire la chèvre. Cuire, c'est un grand mot, là. C'était pas cuit, là. C'était quasi cru. Puis il sert ça. Puis il était comme, on n'a pas faim. Faites semblant de manger. Merci, tout ça. Puis là, tranquillement, l'atmosphère s'est comme calmée. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est un bon mindset. Je dis, OK, là, on va se lever, on va aller tous faire un gros hug au fils du chef. Parce que là, il faut comme revenir en team avec lui. Il y a de la peine, tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est comme un enfant qui a trop de pouvoir. Tu comprends? C'est dangereux, ça. Fait que là, on est tous allés faire un gros hug. On est resté collés sur lui pendant une bonne demi-heure. Là, ça s'est comme calmé. Puis il était comme, bon, OK, on est content, on a bien fait notre voyage, là, on peut aller faire dodo. C'est comme s'il acceptait. Et voilà, c'est ça. Fait qu'on lui a fait faire un deuil ensemble en équipe. Mais j'ai pas expliqué ça. J'ai tout débriefé ça le lendemain avec mon équipe, parce qu'ils n'ont rien compris. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est comme, faut que tu lises la situation, parce qu'on était à 2 doigts d'être dans la merde, de genre, on revient pas de là. Il va pas nous accompagner, là. Lui, le lendemain, il sera même pas là. On va être là avec notre sac à dos. Qu'est-ce qu'on fait? Il est pas là. Il s'en fout, là. Tout le monde s'en va. La psychologie, là, c'est bien important parce que les humains, c'est puissant. Les émotions, c'est puissant. Mais ouais. Colin. Puis là, il va-tu avoir une deuxième saison de Tribal? Non. J'ai essayé de faire depuis 2-3 ans d'autres concepts similaires, tu sais, en lien avec des communautés, le voyage et tout ça. Et ce qu'on s'est fait répondre par les différents producteurs, c'est que ça passe pas au niveau des diffuseurs parce que je suis un homme blanc. Ah ouais. C'est comme, on va avoir trop de problèmes, de l'activisme, ça fait trop colonialisme, un blanc, un homme qui s'en va dans d'autres communautés. Puis c'est comme, mais le concept, c'est parler des communautés, c'est parler de la communication, c'est bon. Ouais, mais, puis on s'est fait dire, explicitement par les diffuseurs, faudrait diluer un peu la blancheur, là, tu sais, te mettre une femme à côté, une handicapée, quelque chose pour diluer ta blancheur. Ah ouais. C'est comme, tu voulais instrumentaliser des minorités pour que ça passe dans les boîtes à cocher. C'est comme, mais on n'a pas le choix, c'est de même ça marche, désolé. Fait que tous les projets ont tombé à l'eau. Fait que ça, c'est très dur, ça. C'est très dommage. Est-ce que tu pourrais le faire, genre, par toi-même, genre, de pas obligé d'avoir un producteur, tu sais, d'avoir, tu sais, je dis ça de même, mais genre des Patreons qui puissent te supporter, puis... Ouais, l'autofinancer. Ouais, c'est ça. J'y ai pensé, ça fait partie des possibilités dans le futur de faire mes propres shows télé, puis de l'autofinancer moi-même, tu sais, avec Psycom, de créer un programme pour ça, puis c'est pas exclu, Hey man, c'est triste en tabarnak, c'est ça la raison. Parle-moi-en pas. C'est ça. C'est quand une société décide d'y aller avec des catégories et pas de la compétence et pas sur le projet, on va le payer le prix. C'est encore, c'est de la discrimination positive, là, ils disent. Ouais, mais c'est le même mécanisme. C'est comme, tu peux pas réparer un problème avec les mêmes composantes qui ont créé le problème. Tu comprends? C'est du common sense. Mais c'est comme ça. C'est le choix qu'on fait au Canada. En tout cas, hey, je suis super content de t'avoir eu. Merci pour ton temps. Merci à toi. Je t'en pognerai pas plus d'autres, mais j'espère que tu vas revenir, par exemple, parce que j'ai encore plein d'autres questions, puis ça a vraiment été cool. Là, j'aimerais que tu plugues tes affaires si le monde veut te suivre. On va vous tenir au courant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au cours des prochains mois. Mon équipe, on est en réflexion sur la prochaine étape de Psycom. J'invite les gens à se tenir au courant sur la prochaine édition de Précog, la grosse formation, ça c'est une chose. Puis on va vous tenir au courant. Puis si le monde veut te suivre, c'est Facebook, Facebook, Instagram, c'est principalement ça. Facebook, Instagram. Guillaume Duluth. Ouais. Puis Psycom aussi. Ouais. Ok, cool. Ouais. Encore une fois, gros merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast.
What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Alain. Yeah! Poum, 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 poum.